Surprise! Allô, mon beau Carl. Bonjour, ma belle Camille. Aujourd'hui, c'est un épisode On est surprise. vendredi. On est vendredi. On est vendredi, là. C'est sûr qu'il y a plein de monde à la maison qui sont comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est le 8 mars. C'est une journée hyper importante parce que c'est la journée internationale du droit des femmes. C'est une journée qui existe, en fait, pour célébrer le chemin parcouru par les femmes jusqu'à aujourd'hui et saluer le travail accompli vers l'atteinte des égalités. Oui, autrement dit, on dit le girl power. Oui. Et c'est une journée qui est importante, c'est une journée qui est nécessaire et on voulait absolument la souligner. Et pourquoi on tourne l'introduction après avoir fait l'épisode, c'est que on a un coup de cœur pour l'épisode qu'on vous présente aujourd'hui. On reçoit une militante féministe, une autrice, une entrepreneuse, une influenceuse et une star française, Camille Aumont-Carnel. Et je vous montre, pour ceux qui sont en vidéo, vous allez voir la couverture de son livre. Donc, elle vient nous présenter son livre, Les mots du cul, manifeste joyeux des sexualités. Et avec ce livre-là, ben, elle veut décomplexer les corps et la sexualité. Alors, vous avez deviné, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de sexe. On parle de cul. Et sans tabou. Sans tabou. Avec ouverture. Et bienveillance. Rien de moins. Ça va être un épisode extraordinaire et je pense que vous allez vraiment adorer. Moi, c'est un épisode coup de cœur. Je pense que c'est pour vrai, c'est un de nos épisodes coup de cœur depuis les 2 saisons. Donc, on a vraiment aimé cet épisode-là. Et ben, en dernier, on vous dit bonne journée les femmes. Bonne journée les femmes. Bon épisode, mon beau Carl. Merci, ma belle Camille. Aujourd'hui, Camille, c'est un épisode qu'on attendait quand même. Oui, ça fait assez longtemps qu'on sait que cet invité va venir en studio. C'est une star internationale. Notre première. C'est notre première star internationale en plus de 50 épisodes. Elle vient outre-mer pour nous. Que pour nous. Elle a pris l'avion que pour nous aujourd'hui. Et elle repart après, juste pour venir faire la vie sociale. Elle est venue en jet privé. Et moi, je suis très honorée que tu sois ici, Camille Aumont-Carnel. Est-ce que je le dis correctement? Ouais, non, mais c'est sublime. Merci beaucoup. Honnêtement, je me sens honorée d'être face à toi. C'est vrai. Ben, moi, je me sens honorée d'être face à vous aussi. Ben, voyons non, donc. c'est trop bien. C'est incroyable. Alors, comment tu trouves ça, Montréal? Ça fait quelques jours que tu es arrivée, là. Je blaguais, là, mais... Je suis arrivée il y a 4 jours. Écoutez, moi, on m'avait dépeint un paysage où il allait faire très, très froid, c'est glacial, j'allais pas pouvoir sortir. Comme si tu venais en Alaska, là. Voilà. Et en fait, j'arrive dans un pays, dans une ville où finalement il fait -2. Moi, ce que je remarque surtout, c'est la gentillesse des gens. Ah, c'est vrai? Ouais, instinctivement. Enfin, après, instinctivement, les gens viennent me parler, ils font des compliments. Le premier jour, je me souviens, je suis sortie, il y a un monsieur qui m'a dit « Oh là là, votre chandail est trop beau. » Enfin, en fait, les gens vraiment font des compliments, sont gentils. Ça, est-ce que ça arrive à Paris? Moins. Paris, on a un côté. Franchement, on n'est pas cool. Les Parisiens, on n'est pas. Je vais pas mentir, les Parisiens, on n'est pas cool. On est toujours en train de tirer la gueule. On est désagréable avec les touristes. On est désagréable avec les personnes qui sont pas. On n'a jamais le temps. On veut jamais répondre aux questions. C'est pas Paris, c'est spécial. Mais donc ici, je me sens très très bien. J'aime le fait que les allées soient larges. J'aime le fait qu'il y ait beaucoup d'espace. C'est une grande étendue. On n'est pas les uns sur les autres. J'aime beaucoup tout ça. J'aime le fait qu'il fasse jour très très tôt et qu'il fasse nuit aussi assez tôt du coup. Ça donne un rythme qui est pour moi assez agréable. Et j'adore les pancakes, donc je suis contente aussi d'être là. C'est ta première fois ici? Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois que tu viens ici? Oui, mais pas la dernière. Ben, j'espère. Pas la dernière, mais c'est la première fois, ouais. Parce que moi, je suis allé à Paris quand même 6-7 fois. On est allés 2 fois ensemble. On est allés, ben oui, moi j'adore Paris. Oh, wow. J'adore Paris, mais c'est vrai que les gens me complimentent pas là-bas. Il y a personne qui t'arrête pour dire j'adore vos lunettes. Non, jamais. Jamais. Les gens me poussent quasiment. Oui, voilà. C'est vraiment bienvenue à Paris, quoi. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est la plus belle ville. Moi, j'ai toujours dit, puis Camille le sait, je trouve que c'est la plus belle ville au monde, Paris. Ah oui? Et je sais que les Parisiens seront peut-être pas d'accord avec moi. Bah, mais comme moi, on quand y je vais habite, il y a là-bas... un côté... Ouais, c'est ça. Tu C'est vois. un peu comme nous ici, tu sais. Oui, et puis en plus, quand on est touriste et qu'on va à Paris, on prend le temps d'aller voir les musées, Ouais. d'aller manger dans les bons restaurants, d'aller à la Tour Eiffel, d'aller... Tu vois, alors que quand on y habite, on est là en mode... et on y va Moi, pas. j'ai fait la tournée dans le Louvre de Beyoncé, là, où toi... tout ce qu'on voit dans son J'étais clip. avec elle. Mais moi, quand je vais à Paris, je me sens comme une star de cinéma. Je Je me comprends. sens, tu sais, je suis comme dans mon, tu sais, là. Moi, j'aime Emily ça. in Paris. Le matin, avec comme mon petit Emily in Paris, croissant, oui, ma c'est petite ça. baguette. C'est ça, exactement. Exactement. Ici, Camille, nous, ce qu'on fait à la vie sociale, c'est qu'on aime faire une petite description de nos invités. Pour mettre les gens, pour que les gens comprennent là, ce qui se passe. Tu es une militante féministe. Et là, si je dis des choses qui sont pas vraies, tu m'arrêtes. Tu nous le dis. Ouais, tu nous OK. le dis. Ok. Tu es une militante féministe, tu es autrice, entrepreneur, influenceuse, autrice, chroniqueuse. Hey, là, ça en fait des affaires. Créatrice de la page Je m'en bats le clito
qui a 700 000 abonnés sur Instagram, ça, c'est pas rien. Et Quand moi, même. j'ai même fait un calcul mathématique parce que j'adore les maths. J'ai calculé ton compte personnel, ben ton compte toi-même Ouais. et ton compte, je m'appelle. C'est presque 1 million de personnes. Ouais, j'adore comment tu réfléchis. 1 million de personnes, ça, c'est... Quand même. Wow. Ouh, ça, moi, j'ai le vertige. Est-ce que tu penses des fois aux gens qui te suivent, à quel Ouais. point c'est beaucoup de monde? Mais tu rigoles ou quoi? Tout le temps. Et je me souviens, j'avais même fait un post à un moment donné, je crois que c'était pour la nouvelle année, où j'avais pris les grandes salles un peu françaises où on peut faire des concerts et des spectacles, et j'avais fait un ratio en disant, si je voulais rencontrer tout le monde, ça serait genre 35 stades de France, Ça- 450 Olympia. Enfin, 1 million de personnes, c'est énorme. Et donc, je pense que c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à voyager, à aller dans les pays francophones aussi, où j'ai aussi de la communauté, et même en France, à tout le temps être à droite, à gauche, parce que j'ai cette sensation que pour moi le digital c'est pas palpable, c'est en fait il y a des gens et en fait 1 million de personnes c'est énorme, il faut, et du moins j'ai envie de les rencontrer, de pas juste être là en mode hey super j'ai 300 000 personnes qui regardent mes stories, mais aller au-delà de la démarche et se dire que c'est super parce que les réseaux sociaux ça sert à ça et ça permet ça fait Oui. qu'on peut générer, on peut créer vraiment une communauté, mais à un moment donné je pense qu'il y a une transition du digital à la vraie vie et au réel à créer et qui est Connecté avec les humains. bah ouais. Connecté En fait, avec les humains. c'est des gens, quoi. C'est pas des clics, c'est pas des likes, c'est pas des utilisateurs. Et c'est pas d'ailleurs des- ce que tu fais ici cette semaine parce que tu es là, parce que tu lances. Et là, je dois dire que ce livre, Honnêtement. ce livre est probablement ma nouvelle Bible. Oui. Sur ma table de chevet à côté de mon lit. Parce que moi, j'adore parler de sexualité. Ok. Et tu sais ce qui est fascinant, c'est que 150 épisodes, on n'en a jamais parlé vraiment. Non? Parce qu'on attendait la bonne personne. On attendait la personne qui vient de Paris. Oui. On veut parler de cul. Mais ça fait longtemps qu'on Mais- veut en parler, mais on voulait vraiment une personne qui était calée dans le, tu sais, dans le Calée. sujet. Qui- oui. Qui connaît. qui connaît connaît. bien son Ouais. sujet. Qui a fait- Ouais. Et je dois dire ici, bon, là, je vais enlever ça, là. C'est pas parce que je te trouve pas belle, mais c'est parce que je veux qu'on voit vraiment ton nom, en gros. Donc, les mots du cul. Donc, t'es ici pour lancer ça. Et là, tu parlais de connexion et tout. Là, hier, t'étais dans une librairie sur Laurier. Il y avait des milliers de personnes. Ça n'a pas de bon sens. T'as rencontré tes fans. J'ai rencontré mes fans. C'est- J'étais très Comment ça se contente. passe? Comment ça s'est passé? Mais ça s'est tellement bien passé. Moi, ça m'a trop fait rigoler parce que je communique la première fois il y a, je sais pas, 2 semaines, à peu près 10 jours, en disant bon, bah, je viens. En fait, comme moi, j'ai la plus grande partie de ma communauté en France et qu'ensuite, c'est le Canada, la Suisse, la Belgique et quelques pays africains, en fait, je me rends pas forcément compte de ma capacité à déployer, ma capacité à vraiment faire en sorte Faire que les déplacer gens les gens, viennent, ouais. faire déplacer les gens. Ouais. En fait, tu sais jamais vraiment, tu lances et comme il n'y a pas forcément d'inscription ni quoi que ce soit, tu dis bon, bah, on verra bien. Et en fait, hier, on est en train de sortir du café où on était un petit peu en retard et la librairie nous appelle en disant faut vraiment que vous veniez parce que là, il commence à avoir vraiment beaucoup de monde. Et j'étais là, ah bon et tout. Moi, je pensais qu'il allait avoir 30, 40 personnes. En fait, on était 150. Et donc, de toute façon, on n'aurait pas pu en accueillir plus. Enfin, les gens étaient comme ça, derrière la porte, en mode, elle dit quoi là? Elle parle de quoi? De quoi? Sexe? Ouais, pénis? Ouais, ok. Donc vraiment, c'était super et c'était une très très belle première expérience et ça me fait dire que j'aurais voulu rester plus longtemps pour organiser d'autres événements peut-être un peu. Mais tu vas devoir revenir. Oui, voilà, c'est ça. Tu vas devoir revenir. Et on va parler du livre un peu plus tard, mais je pas fini? continue Oui, ma continue, description la parce que description n'est j'adore pas cette terminée. description. Dans le fond, sur ton compte, je m'emballe Clito, c'est un compte qui décomplexe les discours sur les sexualités et qui lutte aussi contre les violences sexuelles. Oui. Le Libération, moi, j'ai adoré ça. Le Libération te décrit comme une influenceuse sexo-féministe. Est-ce que tu aimes cette expression? Moi, j'adore. Moi, j'aimerais ça qu'on Franchement, m'appelle de même aussi. moi, Je ça trouve me fait toujours rigoler parce qu'en fait, à chaque fois en highlight et en espèce d'encart et de quand il y a des portraits, c'est toujours de trouver genre le terme et la Oui. composition de. Et j'adore le fait qu'on n'arrive pas à me décrire et qu'on n'arrive pas à trouver un mot. J'adore le fait qu'on soit obligé de créer des espèces de combinaisons parce qu'en fait, on peut pas décrire cette personne, on peut pas décrire le métier qu'elle fait en un seul mot. Ouais, j'aime bien, c'est toujours flatteur. Influenceuse, après, c'est toujours un propos et c'est toujours un terme qui est, qui est galvaudé parce que on se dit, mais les influenceurs, est-ce qu'il y a vraiment ce côté très lifestyle et où il n'y a pas de propos politiques, où il y a un côté vraiment, j'ai une communauté et essentiellement, c'est une plateforme de vente et c'est une plateforme d'échange. Moi, j'ai l'impression que la dimension militante et la dimension politique de mon propos fait que je rentre pas forcément dans la case d'influenceuse. Donc, en général, ça fait à peu près 5 ans qu'on est plusieurs à se définir plutôt comme des leaders d'opinion. Parce que, justement, il y a l'aspect influence avec le fait de dire, bah, en fait, on lead une communauté et opinion, ça fait qu'en fait, on nous suit essentiellement pour notre avis, pour les valeurs qu'on incarne, pour le propos, pour le discours qu'on a. Donc,
plutôt qu'influenceuse, on peut peut-être dire que je suis une leaduse d'opinion qui a de l'influence. Wow. Qui parfois pose pour Jean-Paul Gaultier. Accessoirement, de temps en temps. Mais c'est parce qu'on s'envoyait tes campagnes, parce qu'on est influenceurs aussi. Ouais. Et là, on était comme, oh, mon Dieu Seigneur. Hey, moi, j'ai pas l'air de ça le matin quand je me réveille. Moi non plus, je suis arrivée. Et, tu as été citée parmi les 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes en France selon le magazine Forbes. Ouais. C'est incroyable. Ouais, ça c'était quelque chose quand même. En fait, il faut comprendre qu'à ce moment-là, donc c'était en 2022, Ouais. faut comprendre qu'à ce moment-là, moi, mon entreprise, c'est une boîte de production qui me permet d'accueillir toutes les activités que je peux avoir, donc que ça soit les droits d'image et la représentation quand je travaille avec des marques, que ça soit le placement de produits parfois sur mes réseaux sociaux, que ça soit mon activité d'autrice, mon activité de conférencière. Et en fait, à un moment donné, Forbes, il y a quand même quelque chose de c'est Startup Nation, très business. Ouais. Il récompense essentiellement les personnes qui font de la tech, les personnes qui... Et donc moi, quand je rentre dans ce classement-là, en étant leaduse d'opinion et en étant un peu ça, militante, féministe, je me dis, franchement, il suffit de regarder le classement, je suis la seule qui a rien à voir avec tout ça. Et quand j'en parle avec les personnes du Forbes, je dis, mais je comprends pas, comment est-ce que... Et ils me disent, en fait, on a récompensé ton audace. Ah. Et c'est ça qu'on a vraiment voulu récompenser. Et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu te faire rentrer dans ce classement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec une personnalité comme la tienne, avoir moins de 30 ans et vouloir adresser ces sujets-là de la façon dont tu le fais, si tu fais partie des entrepreneuses qu'il faut suivre, en fait. Et vraiment, j'ai trouvé ça très touchant. On n'a pas voulu remercier ton chiffre d'affaires, ni ton business model, ni le montant de la levée de fonds que tu aurais potentiellement voulu faire. C'est ton audace et ton impact social. Et moi, je comprends ça parce que les personnes qui ont de l'audace, c'est eux qui changent le monde. Ben oui. Moi, j'admire l'audace que tu as. Et la vôtre Et aussi, souvent, pardon. les gens disent que j'ai de l'audace. Alors, Oui. Bon, il se lance des fleurs. Ben non, mais il faut le faire des fois. Pas des fois, il faut le faire toujours à longueur de journée. On n'a pas le choix parce que si on attend après les gens... Moi, je l'ai déjà dit souvent, si on attend après les gens pour avoir des compliments, ça se peut qu'on attende longtemps. De tous ces titres-là que je viens de dire, bon là, tout ça, là, je veux dire, c'est une longue liste. Lequel est ton préf? Oh, waouh. Je dirais autrice. Ça tombe bien. La transition, tu sais, oups! Tada! Ça tombe bien. Je dirais autrice. OK. Et pourquoi? Parce que je trouve que avoir comme métier le fait d'utiliser les mots pour les inscrire dans quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Il y a quelque chose de très beau avec ça. À l'ère du digital, et je pense que vous le savez aussi bien que moi, il y a quand même ce truc de on poste, est-ce qu'on poste pas, qu'est-ce que vont dire les autres. Avec le métier d'autrice ou d'auteur, il y a vraiment l'aspect j'écris et à partir du moment où le livre sort, ça ne m'appartient plus. Et c'est vraiment chaque personne, chaque lecteur, chaque lectrice qui va vraiment se réapproprier l'objet. Et donc le fait de me dire que le jour où je suis plus là, le jour où on n'est plus sur cette terre pour animer nos comptes Instagram, pour animer nos réseaux sociaux, poster, uploader les bons épisodes, en fait, ce qui reste, c'est quand même mes livres. Et je vois bien que moi, le nombre de personnes qui sont plus aujourd'hui là, où j'ai pu admirer le travail, ce qui reste fondamentalement, c'est leurs livres. Et donc, il y a un aspect... c'est presque un testament. Il y a un aspect vraiment, voici la trace que j'ai envie de laisser. Et c'est pour ça que, le métier d'auteur et d'autrice, c'est quelque chose qui, moi, me correspond quand même pas mal. Et ça fait combien de temps que tu travailles sur ce livre-là? Ça fait 2 ans. 2 ans? Ouais. Puis est-ce que ça a toujours été une passion pour toi d'écrire les mots? J'ai Ça vient toujours d'où, écrit. cette passion-là? Ça vient de mon éducation. Moi, j'ai grandi avec 2 parents qui bossaient dans l'éducation et notamment une mère inspectrice de l'éducation nationale. Et j'ai grandi avec un père au foyer, passionné de lecture, et passionné d'écriture et passionné de cuisine. Donc, j'ai toujours évolué. Chez moi, il y a toujours eu beaucoup de livres. On a toujours eu des grandes bibliothèques. J'ai toujours passé beaucoup de temps dans les librairies. J'ai fait un bac L, j'ai fait un bac littéraire, donc j'ai passé beaucoup de temps quand même à écrire et j'ai toujours été plus à l'aise avec les mots qu'avec les chiffres. Donc j'ai l'impression que les mots et l'écriture, ça a toujours été quelque chose qui a fait partie un petit peu de mon environnement. Par contre, à un moment donné, se dire j'écris des livres, c'est un autre step. Ouais. Mais j'ai toujours écrit. J'ai pas eu vraiment de déclic où je me suis dit ah bah là je vais commencer à écrire, c'est important pour moi. Pour moi, il y a quelque chose de toujours très thérapeutique dans le fait de poser et se dire le moment où j'écris, c'est le moment où j'assume aussi mes pensées. Et donc le fait de laisser des traces écrites, c'est quelque chose qui moi me rassure beaucoup et m'a toujours fait beaucoup de bien. Moi, quelque chose que j'ai trouvé assez fascinant, puis tu en parles au début du livre, c'est que à l'âge de 6 ans, tu as été fâché de savoir que le masculin l'emportait sur le féminin dans les règles de français. C'est même pas fâché, c'est Outré. Ah ouais, même le truc En après. colère. Ah ouais, c'est un... Et moi, Ah ouais. et on en a parlé ensemble hier, j'avais jamais eu cette réflexion-là que la langue française était peut-être sexiste. Est-ce que c'est comme ça que tu la décrirais? Ah, moi, c'est comme ça que je la décris. Ouais. Ah ouais, hein? Contrairement aux autres, parce qu'on parle, tu sais, elle parle espagnol un peu et tout ça. Un poquito. Un poquito. Et après, on comparait, puis on disait, oh mon Dieu, mais elle a raison.
Ah bah, en fait, c'est... Et je veux que tu me parles plus de ça parce que j'ai trouvé ça très intéressant, moi. Bah moi, j'ai 6 ans quand je suis dans une ville en France qui s'appelle Montargis, dans une école qui s'appelle l'école élémentaire de Maurice Meunier. Et 6 ans, c'est l'âge où on nous apprend à écrire et à lire. Et j'ai un cours, en fait, de français avec ma prof. Et en fait, il y a un exercice qui peut paraître assez banal comme ça, où il y a une situation, il y a 3 femmes et un homme, et il faut conjuguer la phrase. Je sais plus exactement quelle était la phrase. Et moi, je conjugue au féminin. Parce que moi, dans mon référentiel, c'est la majorité qui l'emporte. Il y a un truc hyper genre, bah, c'est comme ça dans les votes, c'est comme ça dans plein d'endroits. Et donc, je me souviens, je conjugue et j'ai pas l'impression de faire une faute. Et ça me paraît complètement irrationnel, en fait, que ça soit pas ça la solution et que ça soit pas ça le véritable truc à écrire. Et cette prof, je me souviens, elle me dit « Ah bah c'est super que Camille elle ait fait la faute parce que ça nous permet d'introduire la règle du masculin l'emporte sur le féminin. » Et genre, mais vraiment, ça peut paraître peut-être too much pour plein de personnes. Moi, il y a un monde qui s'écroule. C'est-à-dire, je me dis, mais la violence de cette phrase, le masculin l'emporte sur le féminin. Et ce qui a de plus violent, à mon sens, c'est que c'est institutionnalisé. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on nous apprend à l'école. Donc en fait, il n'y a pas d'espace pour dire non, c'est pas vrai ou c'est pas ça. Ou c'est pas ça. C'est bah la maîtresse, elle a dit que. Et je me dis, mais est-ce que derrière, ça vient pas finalement peut-être alimenter ou peut-être justifier tout un tas d'autres actes? C'est-à-dire qu'après, dans la cour de récré, quand il y a un garçon qui va vouloir taper une fille, on va lui dire quoi? Non, t'as pas le droit. Il va dire, mais en fait, moi, ça fait littéralement 5 ans qu'on me dit que le masculin l'emporte sur le féminin, que personne ne questionne ça. Donc, ce que je trouve assez compliqué, c'est qu'on ne situe pas ça, on ne dit pas c'est que dans la langue française, on dit juste le masculin l'emporte sur le féminin, on a 6 ans, nos cerveaux ils sont en train d'être construits et on grandit là-dedans. Et après, j'arrive dans d'autres pays, notamment l'Espagne où j'apprends l'espagnol quand j'ai 8-9 ans et ensuite Madagascar et j'ai intégré une session européenne, donc j'avais beaucoup de cours en anglais, donc c'est à ce moment-là que l'anglais arrive. Et puis je comprends qu'en fait, c'est des rapports différents à la langue, que la féminisation des métiers, par exemple en Espagne, ça fait pas débat, là où en France, ça fait vraiment débat. Je me rends compte que l'anglais, par sa neutralité, a une forme d'inclusion que je trouve plutôt intéressante et du coup plutôt accueillante dans cette langue-là. Et que le français, c'est compliqué, que les insultes françaises insultent soit les mères, soit les femmes, soit le sexe des femmes, soit les prostituées. Par exemple. Et je me dis, waouh, en fait, on prend jamais le temps de se poser pour dire voici ce que les expressions et voici ce que les mots qu'on utilise veulent dire. On sait quand est-ce qu'on les utilise, on sait pourquoi on les utilise, mais on ne sait pas vraiment à quel point, pour la plupart, elles sont problématiques, insultantes pour certaines communautés. Elles vont être putophobes, elles vont être validistes, elles vont être classistes, elles vont être sexistes, elles vont être sodomitophobes, elles vont être racistes, elles vont être... Et du coup, cet ouvrage, c'est vraiment ça. Et moi, ma démarche, elle consiste vraiment à dire, quitte à les utiliser, autant les utiliser en conscience. Parce que dans ce livre-là, dans le fond, c'est que tu as créé un genre de lexique avec des nouvelles expressions. Ouais. Et ça, je trouve ça formidable. Et c'est pour ça que j'ai que c'est ma Bible, parce que je vais les utiliser désormais. Moi, j'adore ça. Tout le monde devrait l'avoir en fait. En fait, pour vrai, je vous le dis, pour vrai, ce livre est vraiment cool. Si vous êtes cool, achetez-le. Pour vrai, c'est vraiment un livre. Non, mais pour vrai, c'est vraiment. Moi j'étais. Mais si vous nous écoutez, vous êtes cool déjà. Oui, c'est ça. Mais on est cool, nous. Non, mais on est. Ben oui. Ben c'est ça. Et moi, là, on a fait une liste plus tard parce que je veux que tu nous expliques certains termes. Mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est que tu as appelé ça le manifeste joyeux des sexualités. Oui. Je trouve ça vraiment bien. Puis j'aimerais que tu racontes un peu comme le processus que tu as derrière ce livre-là, parce que, bon, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir entre les mains en ce moment, mais juste pour titiller un peu, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On va en parler plus tard, mais... Ouais. On peut retrouver à l'intérieur des expressions qu'on connaît, des expressions qu'on utilise. Il y a beaucoup de références à la pop culture. Il y a beaucoup de références à la musique, à des artistes. J'essaye de faire rentrer dans un dictionnaire des expressions du langage courant de tous les jours. Parce que c'est quand même le Robert, là. C'est ce que j'allais dire. Il faut quand même le dire, tu sais, je veux dire, c'est le Robert. C'est le Robert. Et moi, ça m'a surpris. Oui. Ah bah ça surpris. Moi, la première. Quand on parle de cul, et tout ça, mais c'est... C'est genre le Robert. Oui, tu vois? Oui, pour moi, c'est... Puis moi, j'adore le français depuis que je suis jeune et tout ça. Le Robert. Mais ce qui est très intéressant avec le Robert, c'est qu'en fait, on ne questionne pas le Robert. Quand on lit un dictionnaire ou quand on achète un ouvrage du Robert, on se dit, franchement, c'est la référence, il n'y a pas de sujet, je vais pas... Et donc, le fait d'arriver avec des expressions, qui plus est des expressions du langage courant, des expressions familières, et en plus d'en inventer, ça fait que c'est comme une espèce de cape protectrice pour moi supplémentaire, qui fait qu'on se dit, ah bon, bah si même le Robert lui a fait confiance, alors ça veut dire que potentiellement, on peut écouter et on peut vraiment prendre au pied de la lettre ce qu'elle dit. Dans ce livre, ce qu'on retrouve, c'est des expressions qui existent et c'est des expressions qui n'existent pas, qui sont pas classifiées du tout par ordre alphabétique, qui sont classifiées par thématique que moi je trouve importante d'aborder. J'ai d'abord eu l'idée du terme manifeste joyeux des sexualités. Il a failli s'appeler comme ça. Et après, d'un point de vue juste attractivité marketing, je me suis dit non, ça marche pas.
Et donc, je me suis dit, on peut avoir un sous-titre qui va être manifeste joyeux des sexualités. Pourquoi ? Parce que j'estime être, déjà à titre personnel, profondément une personne joyeuse. J'estime être une militante joyeuse. Et je me dis, j'espère qu'on tend vers ça. Qu'aujourd'hui, je fais un état des lieux des mots des sexualités pour qu'en fait, petit à petit, on puisse aller vers des sexualités qui ne sont que joyeuses. Et pour ça, il faut parler des pratiques empouvoirantes, il faut parler de masturbation, il faut parler des règles que je renomme irrégulières, il faut parler de tout un tas d'autres sujets. Ce qui est important pour moi, c'est qu'arriver avec un ouvrage comme celui-ci au sein du Robert, c'est disrupter énormément de choses. C'est disrupter les codes des dictionnaires, c'est disrupter le fait que normalement, c'est un pool et c'est une équipe d'auteurs et d'autrices qui s'effacent au nom du Robert. Donc en fait, personne ne sait qui écrit les dictionnaires. Et là, on arrive avec une collection qui est incarnée, qui est assumée, où il y a beaucoup d'espace pour du récit à la première personne. Donc il y a des encarts où je suis en colère, il y a des encarts où je raconte un petit peu ma vie sexuelle pour illustrer. Moi, ce que je voulais, c'était redéfinir les normes du dictionnaire. C'était se dire que on peut avoir une pleine page et on peut dédier une pleine page à un mot. Le sujet, c'est pas la rentabilité dans l'espace des pages. Et je rêvais un peu d'une maquette qui ressemble à une maquette de magazine, qui ressemble à une maquette de hors-série. L'idée, c'était vraiment que ça soit un objet à part entière, que tant en librairie quand on passe devant, franchement, même si on est gêné ou même si on n'est pas intéressé par ces sujets-là, on puisse au moins s'arrêter en disant « Waouh, genre, il y a un énorme cul et genre, de quoi ça parle cette histoire ?» Et que ça soit une direction artistique et un découpage de la maquette qui oriente presque le rythme de lecture. C'est vraiment genre, c'est un rythme lent, c'est vraiment un livre, un soir, un mot, une journée, un mot. C'est un livre que j'ai presque imaginé. Franchement, il a sa place aux toilettes, quoi. Ça peut être un livre de toilette où tu dis, à chaque fois que j'y vais, je lis une page. Et pas nécessairement en ordre. Et pas dans l'ordre. Ça, pour moi, c'est hyper important. Tu veux dans les thématiques qui t'intéressent. Exactement. Mais je voulais qu'il soit beau. Moi, je n'envisage pas d'avoir un propos et de créer des objets qui soient audiovisuels, littéraires, merch, peu importe. Le beau va avec le message. Je n'envisage pas de juste avoir un propos sans le porter dans un objet qui est beau. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont juste intéressées par le propos, ça va pas les déranger qu'en plus de ça, la lecture soit agréable. Mais par contre, ça me permet d'aller chercher tout un tas de personnes qui trouvent que les sujets de sexisme, de féminisme, militants sont un peu genre, oh là là. Ça peut être lourd, genre ou c'est négatif. lourd, négatif, genre j'en peux plus, on me parle que de ça. Et du coup, je ramène un petit peu de coolitude. Enfin, du moins, j'essaye. Ah, beaucoup de coolitude. Je peux confirmer. Je peux confirmer. Et je dois dire que moi, j'ai toujours aimé parler de cul. OK, parfait. Toujours. J'adore cette histoire. Mais la chose, c'est que je dois dire une chose, c'est que dans les dernières années, je me censure beaucoup. J'ai l'impression que je dévoile pas totalement tout ce que je pense ou en tout cas tout ce qui me passe par la tête, surtout ici, parce que souvent je me dis je vais peut-être choquer des gens ou je vais peut-être fâcher les gens. Et c'est ce que j'admire de toi parce que là-dedans, c'est cru. C'est cru. Et c'est pour ça qu'on voulait que tu viennes. En France, on dit c'est cache-pistache. Cache-pistache. Ça veut dire c'est cru? Ça veut dire c'est genre, j'ai pas le temps, on y va, c'est direct. C'est cache-pistache. C'était quoi? C'est cache-pistache. Cache-pistache. Je vais l'utiliser dans la vie de tous les jours, je te le dis. Quelle thématique là-dedans tu voulais le plus aborder ou t'étais le plus excité de parler? Qu'est-ce que t'aimes le plus parler? Là, je te pose plein de questions parce que je veux te poser plein de questions, mais c'est quoi la thématique de sexualité? Qu'est-ce qui est dans le cul que t'aimes autant parler? Pourquoi t'aimes autant ça, parler de cul? Moi, j'aime bien parler de cul parce que ça permet d'aborder tout un tas d'autres sujets. Ah oui. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un sujet très restreint. Mais en fait, quand on parle de sexualité, on parle de corps, on parle de confiance en soi, on parle de rapport à l'autre, on parle de consentement, on parle d'hormones, on parle de maternité ou pas, on parle de tout un tas de sujets qui sont quand même tous à un moment donné, embrayé dans le sujet des sexualités. Ce que je trouve intéressant, c'est que les sexualités, d'un point de vue ou l'autre, c'est-à-dire qu'on en est ou qu'on n'en est pas, ou qu'on en est beaucoup, ou qu'on en est... Ça concerne finalement un peu tout le monde. Moi, je vois bien que le sujet autour duquel j'arrive à chaque fois qu'il y a des moments, même entre familles, entre amis, des personnes que je connais, des personnes que je connais pas, le sujet autour duquel on arrive vraiment tous à converger, c'est le sujet de la sexualité. C'est tellement vrai. Avec la politique, on n'y arriverait pas. Avec l'alimentation, on n'y arriverait pas. Avec l'écologie, on n'y arriverait pas. La sexualité, il y a un rapport tellement intime qui laisse beaucoup de place à du descriptif, à du détail, et puis à de l'humour. Puis pourquoi pourquoi les gens sont autant obsédés avec la sexualité? On dit souvent que le sexe vend, puis c'est ce que les gens sont tellement intéressés d'avoir tout le temps les détails croustillants. Pourquoi on est autant obsédés avec ça? On est obsédés, mais en même temps, c'est quand même encore tabou. Il y a comme plein de gens qui en parlent pas. Ouais, j'allais dire, j'ai pas l'impression qu'on soit si obsédés que ça. Ah non? Moi, j'ai l'impression que ça gêne beaucoup et que on est très taiseux et taiseuses par rapport au... En fait, le ratio, la place que ça prend dans notre vie versus
le temps qu'on passe à en parler. Ouais, je comprends. Tu vois, Ça, je suis d'accord, c'est pas un vrai ratio. Par contre, pourquoi est-ce que... Parce qu'on est des mammifères. Et que pour la moitié de la planète, on est des personnes vraiment avec un cycle hormonal. Donc, si la sexualité est un vrai sujet, moi, ce que je refuse, c'est d'associer sexualité à maternité, forcément, ou au fait de faire des enfants. Donc, je resitue vraiment en disant, en fait, les sexualités, avant tout, c'est une question de plaisir et de désir avant d'être une question de... Ça sert à se reproduire. Avant ça, il y a un autre monde. Et j'ai l'impression que ça peut aider beaucoup de personnes à se libérer sur tout un tas de sujets, d'en parler de la façon dont moi je veux en parler. Donc le sujet de la sexualité, et c'est ça qui est marrant, moi quand je crée ce compte Instagram, Je m'en bats le clito. Je m'en bats le clito. Qui fait référence à je m'en bats les couilles. Qui fait référence à l'expression je m'en bats les couilles. Et qui introduit une expression peut-être pour les personnes qui, entre les jambes, n'ont pas de couilles, mais qui ont un clitoris. Ouais. Quand je crée ce compte Instagram-là, il faut savoir que moi je reste anonyme pendant à peu près 4-5 mois. Oh, je savais mais pas ça. en fait, tous mes amis savaient que c'était moi. Tellement... J'ai toujours été comme ça. Je lance ce compte Instagram, tout le monde me dit non, c'est Camille. Pourquoi? Ah ouais, Parce que c'était mon humour, la façon dont j'écrivais, la façon dont je parlais, le côté hyper cache-pistache, justement. Tout le monde disait, franchement, je sais pas qui est cette personne, mais nous, on pense que c'est Camille parce que t'as toujours été comme ça, c'est tellement toi. C'est vous dire à quel point... C'est pas pour moi une démarche qui date d'il y a 5 ans. Pour moi, j'ai toujours été la copine à qui on parlait de sexualité. J'ai toujours été la pote à qui on posait des questions. J'ai toujours été un peu cette personne confidente de elle nous jugera pas et elle sera hyper open et en fait, on va vraiment pouvoir avoir une conversation et réfléchir. Donc, ça s'inscrit dans quelque chose quand même d'assez naturel pour moi, d'assez instinctif de parler de ces sujets-là. Et je pense que globalement, j'aime bien aborder les sujets où les gens sont gênés. Moi, j'aime bien être à l'endroit où ça va un petit peu crisper. J'aime bien justement être à cet endroit-là où il y a de la gêne. Je suis très à l'aise dans le chaos, je suis très à l'aise dans la gêne, je suis très à l'aise dans toutes les situations un peu awkward. Je trouve que ça permet de révéler des trucs magnifiques chez les humains et les humaines. Donc, c'est peut-être pour ça que je me suis attaquée à la sexualité. Wow. Et dans le livre, un des trucs que j'ai aimé, c'est quand tu parles de masturbation. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, premièrement. Moi, je voudrais qu'on parle toujours de masturbation. Je pensais que tu allais dire. Parce que moi, je trouve qu'on ne se masturbe pas assez, en fait. Ben, je trouve qu'on devrait toujours plus et plus se masturber. Ben, non? Non, quoi? Mais... Réforme politique, s'il vous plaît. 1 heure par jour. Non, mais parce que je trouve que souvent, en tout cas, quand on parle de masturbation, souvent, on est peut-être mal à l'aise de s'en parler entre nous un peu plus. Alors, le fait d'en parler là-dedans, et je trouve que ça... les mots utilisés sont tellement cache-pistache qu'on peut pas passer à côté. Ça nous rentre dedans. Tu sais, c'est comme... Ça nous rentre dedans. Oui. Le livre il rentre dedans. Il rentre dedans. Très bien. Exactement. Et... Dans tous les sens. Moi, j'avais une question, en fait, parce que je m'en bats le clito, c'est beaucoup plus dirigé vers les femmes, si on veut. À quoi ressemble une femme qui s'en bat le clito? Oh! J'adore cette question. Alors, moi, j'aimerais pouvoir m'en battre le clito, donc... Parce que je pense qu'elle s'en bat le clito, elle. Je pense que oui. Je serais curieuse de voir. Je pense que je m'en bats un peu le clito. Alors après, je pense qu'il y a peut-être des degrés de battage de clito. OK, parfait. En fait, là, on rentre dans un truc de masterclass, en fait. Il y a une technique. J'adore. Genre, il y a un tampon sans battre le clito. Je dirais que c'est une personne qui a une forme de confiance en soi, un peu genre, je ne m'excuserai jamais d'avoir la confiance en moi que j'ai. Une personne qui s'en bat le clito, c'est une personne qui refuse aussi une certaine forme de discrétion. Une personne qui s'en bat le clito est une personne qui, à un moment donné, n'a pas peur de dire non à beaucoup de choses. Je pense que c'est une personne qui dit plus non que oui. Une personne qui s'en bat le clito a une forme de générosité, c'est-à-dire qu'elle est consciente qu'elle arrive à s'en battre le clito et que c'est pas forcément si facile pour tout le monde, donc elle dépense quand même beaucoup d'énergie à essayer de rallier tout un tas d'autres personnes pour dire « Hey, regardez, c'est pas si compliqué que ça et faites un peu comme moi et je vais vous montrer, ça va bien se passer. » Globalement, une personne qui s'en bat le clito, c'est une personne qui a décidé à un moment donné de vivre un peu sa vie comme elle l'entendait, de pas trop faire attention à ce que vont pouvoir dire les autres, de s'affranchir de tout un tas de dictates, de s'éloigner de tout un tas de stéréotypes. Et c'est une personne qui n'a pas peur qu'on la remarque avant tout. Parce qu'avec une expression comme je m'en bats le clito, moi j'ai fait le test, j'avais des tote bags et j'avais un tote bag je m'en bats les couilles, un tote bag je m'en bats le clito. Personne ne réagit au tote bag je m'en bats les couilles. Personne. C'est genre, ouais bon. On est habitué. Ouais. J'arrive avec un tote bag je m'en bats le clito. Oh là là, mais t'as eu des réactions comme ça? Mais des centaines sur une journée. Dans le métro, dans la rue. Donc, tu vois, il y a aussi le fait de se dire, bon,
Une personne qui s'en bat le clito, c'est une personne qui accepte aussi de pas forcément faire comme tout le monde, mais qui accepte aussi la contrepartie qui va avec. Donc, le regard, le jugement, les personnes qui vont vouloir te rabaisser, les personnes qui vont vouloir faire en sorte que tu aies moins confiance en toi. C'est beaucoup d'énergie de s'en battre le clito, mais il y a une forme de satisfaction personnelle, intime, qui n'a pas d'égal, quoi. Et est-ce que ça peut arriver que certaines journées, tu t'en bats le clito plus que d'autres? Oui. Des fois, c'est parce que c'est difficile à tous les jours là, d'avoir le même niveau de battage de clitoris, de clitoris, là. Dis-le. Clitoris? Le clitoris. T'as l'air d'un professeur. Oui, vous ferez un extrait Instagram avec ça, ça va devenir viral. Oui, le clitoris, il faut le dire. Ça se peut que parfois, on se lève le matin et que ça soit plus difficile de se battre le clitoris le matin-là, non? C'est comme la confiance en soi. Il y a des jours où je me lève, j'ai super confiance en moi. Il y a d'autres jours où je me lève, c'est plus difficile. Il y a des matins, c'est plus dur que d'autres de se battre le clito. Pas de s'en battre le clito, il a dit de se battre. Oh mon Dieu. Alors, attends. 2 secondes. Je me calme, je reviens parmi vous. J'aime ça quand tu dis ce mot. Le clitoris? Oui. Ben, il faut le dire, ce mot-là. Moi, ça me Ben oui, fait bien c'est de ça. le dire, le clitoris. Ben Le oui. clitoris. Donc, Ouais. globalement, Ouais. moi, j'ai un niveau de battage de clito qui est hard. Parce que toi, t'es la reine du Tu battage vois? de clito. Par contre, c'est fluctuant. C'est vrai qu'il y a des moments donnés où c'est un peu plus dur de vouloir, enfin, d'arriver avec cette même énergie. Il y a des moments où j'en ai moins, il y a des moments où j'en ai pas. Par contre, moi, c'est pas parce que j'ai moins d'énergie que je m'en bats moins le clito. C'est pas parce que il y a des espaces, il y a des tâches, et il y a des projets dans lesquels je vais me dire, ça va peut-être un peu plus me coûter, ou je vais peut-être devoir apprendre, ou je vais devoir peut-être plus monter en compétences, que je m'en bats moins le clito. Je dirais plus que j'ai un niveau assez régulier, tu vois, de battage du clito, mais par contre, ça ne peut que s'élever, ça ne peut pas descendre. Ce qui descend, c'est juste du réalisme. C'est, en fait, là, aujourd'hui, j'ai moins d'énergie. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Aujourd'hui, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre. Aujourd'hui, je me rends compte que je vais devoir faire quelque chose et je ne sais pas forcément faire. Mais ça ne veut rien dire ni de ma confiance en moi, ni de mon niveau de battage de clito. J'adore. Ben, j'adore cette réponse parce Moi que c'est aussi. une réponse optimiste. C'est vrai. Joyeuse, ouais. Ben, voilà. Joyeuse. J'adore la main. Tout Voilà. Tout est dans la joie. Tout est dans la Moi, joie. j'aimerais savoir, parce qu'on parle beaucoup de la sexualité des femmes, c'est quoi les fausses croyances ou les idées fausses qu'on a par rapport... On en a pour des heures. Ouais, là, Vous avez c'est- 5 heures? Très bien. Je Mais commence. les plus- PowerPoint, please. Disons les choses qu'on a vraiment des fausses croyances par rapport à la sexualité des femmes, Oh là disons la plus populaire ou la plus grosse fausse croyance qu'on Ou a. celle qui te met le plus en colère. Ouais, tu sais. c'est bon ça. Que les femmes ne se masturbent pas. Ah, c'est bon ça. Parce qu'en fait, elles n'ont pas besoin. Oh, Celle-ci, voyez, ça m'insulte d'entendre ça, oui. Bah ouais, il y a ça que les femmes, à partir du moment où elles sont en couple, ne se masturbent plus. Ça, c'est un vrai truc. Que les femmes ne regardent pas de porno. Bye. Thank you. C'est tout pour nous. On vous enverra les références à la fin de l'épisode. Mais c'est vrai, c'est En vrai. fait, les croyances autour de la masturbation sont genre très Ancrées. compliquées. Et pourquoi? ancrées. Pourquoi tant que ça? Mais parce qu'on n'a pas voulu que les femmes aient la main sur leur sexualité. On ne veut pas que les femmes aient la main sur leur corps. On veut qu'en fait, elles soient toujours dépendantes, à un moment donné, d'un pénis, de la présence d'une autre personne, et notamment d'un homme qui plus est hétéro. Et cisgenre, on est quand même dans un truc très... on est dans une société patriarcale, qu'on le veuille ou non. Et c'est des mots qui peut-être font peur, mais qui permettent juste de décrire la société dans laquelle on vit. Donc, le fait d'arriver à un moment donné et de se dire, en fait, une femme n'a pas besoin d'un pénis pour ressentir du plaisir et pour avoir des orgasmes, Satisfaite. 100%. c'est genre... Tu vois, faut y arriver à ce propos-là et à faire comprendre que... Et c'est OK, en fait. Et je trouve qu'à partir du moment où on comprend ça, ça ne fait que, du coup, laisser de l'espace pour... Mais du coup, amusons-nous, vu que le sujet et ce qui nous lie, c'est pas un rapport de besoin et c'est pas un rapport de j'ai besoin d'un truc que tu as et toi, tu as besoin d'un truc que j'ai. C'est juste, en fait, on se choisit et on décide de façon consentie de se donner du plaisir, de ressentir de la joie et de passer un bon moment. Mais les deux thématiques où on n'arrive vraiment pas à se défaire, c'est les règles et la masturbation. J'arrive pas. Ça fait 6 ans, dans toutes les lectures, dans toutes les conférences, dans toutes les rencontres, dans tous les rapports que je peux lire, je vois bien que c'est les deux thématiques sur lesquelles on n'arrive pas à avancer.
Et je trouve que là, tu mets des mots sur quelque chose que j'ai vu récemment. Madonna était ici dans les dernières semaines. Je suis allée la voir 2 soirs de suite parce que, bon, Madonna, c'est ma reine. Et j'étais première rangée. Et il y a un tableau pendant le show de Madonna où elle simule une scène de masturbation sur un lit avec une autre femme qui est comme elle, plus jeune et tout ça. Puis c'est quand même un tableau qui dure peut-être 2 minutes où vraiment, elle ne chante pas puis elle se fait... Caresser la bise. Elle se fait doigter par une autre femme derrière elle. Et c'est un tableau, quand la tournée a commencé, qui a choqué énormément sur TikTok. Puis là, les gens chialaient, puis tout ça. Et moi, je voyais tellement quelque chose de powerful là-dedans. Je trouvais ça incroyable qu'elle fasse ça. Et là, tu viens comme de mettre des mots sur pourquoi c'est aussi important d'en parler et de le faire, qu'on le voit. C'est hyper important de le représenter. Moi, j'ai choisi les mots à date. Mais du coup, j'ai un rapport très chirurgical à la description avec les mots que j'utilise pour vraiment pousser le tableau, comme elle peut le faire, au plus haut niveau et le plus loin. Moi, j'ai l'impression que plus on en parlera, plus on représentera, plus il y aura des chansons autour de ça, plus il y aura des scènes de films, de séries hyper descriptives, élégantes, pas forcément sales autour de ça, et quand bien même sales autour de ça. Ouais. En fait, ça va permettre à beaucoup de personnes de se dire, bon, déjà, ma façon de me masturber n'est pas bizarre, parce qu'il y a aussi beaucoup ça qui joue. C'est tout un tas de personnes qui n'en parlent pas de peur qu'en face, on leur dise, ah, toi, tu fais comme ça? Ah, ok, d'accord. Genre, mais il n'y a pas de cours non plus, hein? Il n'y a pas de cours, bah, voilà. Et puis, il n'y a pas personne qui m'apprend comment faire. Il y a personne qui apprend comment faire. Et c'est ça qui est super. C'est qu'en fait, on ne doit pas apprendre à se masturber. On doit juste vivre le truc et se dire que si c'est la façon dont tu aimes le faire et que c'est comme ça que tu ressens du plaisir, franchement, tant mieux. Mais donc, ces sujets-là doivent être représentés tant sur la sphère artistique que dans la sphère culturelle, que dans la sphère même, pourquoi pas, politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi adresser des sujets vis-à-vis de ça. Mais comme c'est tabou, ce n'est pas représenté. Comme c'est tabou, on a du mal à laisser de l'espace, parce qu'en fait, ça veut dire aussi assumer tout le backlash qu'on va se prendre derrière. Donc là, par exemple, typiquement, c'est quand on fait ça, il faut assumer aussi qu'on va être critiqué, qu'on va être insulté, et l'énergie que ça va demander de faire tout ça. Mais je vois bien à quel point ça fait vachement du bien d'en parler. Moi, je pense que les posts qui cartonnent le plus, c'est notamment les posts où je parle de masturbation. Puis aussi, Madonna, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a décomplexise aussi le fait qu'elle est plus vieille. Oui, exactement. C'est comme si les femmes plus vieilles n'avaient pas le droit d'avoir une sexualité, de se masturber. Je trouve que ça l'a montré ça comme image aussi, de se dire, ben, même à 67 ans, tu peux, tu sais. Pour sentir du plaisir. Et ça, tu vois, c'est marrant parce que c'est intrinsèquement lié à la thématique autour des règles. C'est-à-dire que le cycle hormonal et le fait qu'en fait, on nous fasse croire qu'à partir du moment où on n'a plus nos règles, il y a un peu un truc de, bah, du coup, tu ne sers plus à rien. Et que tu n'as plus le droit à la sexualité. Et tu n'as plus le droit à la sexualité parce que tu ne peux plus procréer. Ça, tu vois, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tout est lié. C'est-à-dire que quand on a nos premières règles et qu'on nous dit « Oh, waouh, super, t'es une femme maintenant », c'est vrai. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment où j'ai plus mes règles, je suis plus une femme. Et du coup, ça veut dire que je n'ai plus le droit au plaisir. Et du coup, tu vois ce que je veux dire? Il y a un rapport à tout ça qui, quand même, doit être déconstruit. Mais je vois bien que parler de sexualité, c'est parler de tout le reste. C'est que d'un sujet à l'autre, d'une thématique à l'autre et d'un tabou à l'autre, en fait, tout est lié. Quand on parle de masturbation, on parle de plaisir. Quand on parle de plaisir, on parle de consentement. Quand on parle de consentement, on parle de rapport à l'autre. Quand on parle de rapport à... Tu vois, il y a un espèce de truc très où tout psychologique. Ouais, tout est embriqué. Mais j'adore le fait qu'elle ait représenté cette scène-là et que ça dure 2 minutes et que ça soit une scène où il n'y a pas de chanson. C'est vraiment genre, je ne te distrais même pas avec de la musique, genre, tu peux que regarder. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est une autre femme qui est avec elle. Oh! Alors, on n'est pas... les hommes ici... Bye-bye. Ouais. On n'en a pas besoin. J'adore. Et je pense que tout au long de son spectacle, bon là, je suis pas ici pour parler de Madonna tout le long, mais bon, vous savez mon amour pour elle, mais tout au long du spectacle, c'est le message qui ressort. Bien sûr. We don't need you. On n'a pas besoin des hommes. Et moi, ça me touche beaucoup. J'en ai pas besoin, moi non plus. Il y a une chose que tu as fait sur les réseaux sociaux que j'ai vraiment aimé, c'est ta campagne d'affichage où qui est écrit « Envoie cette affiche à ton plan cul ». Oh, wow. Et c'était un grand moment, ça. Mais ça, c'est fou parce que j'ai l'impression... La police? Non, la police, ouais. La police a débarqué. Ah bah quand même. C'est-à-dire que déjà, c'est de l'affichage sauvage. Donc, pour que les gens comprennent bien, c'est que tu as affiché dans la ville des affiches où il y avait écrit « Salut, est-ce que tu veux voir mon cul ?» Avec le cul, la lettre Q. Et merci d'envoyer cette affiche à ton plan cul. Il s'est passé plusieurs choses pendant cette journée. La première chose... Ouais, déjà à la police. Qui regarde, parce qu'en fait, déjà, on n'a pas le droit à l'affichage sauvage. Non. Qui regarde, parce qu'en plus de ça, c'est marrant. Et puis ensuite, je suis allée dans un coin de Paris où il y a beaucoup, beaucoup de monde qui passe. Et le moment où il y a une rue et il y a un autobus qui passe, et je lui montre l'affiche où il y a écrit « Merci d'envoyer cette affiche à ton plan cul ». Et il me regarde trop mal comme ça en mode « ça sert à rien ce que tu fais ». Et je l'ai tellement mal pris que j'ai retourné l'affiche où il y avait écrit « Salut, est-ce que tu veux voir mon cul ?» Et il a failli faire un accident.
en plein milieu de la rue de Rivoli, qui est genre, enfin, un accident de rue de Rivoli, ça bouge tout Paris. Oui. C'est genre, et ouais, il y a eu plein, et même des personnes plus âgées qui étaient là en mode, c'est quoi un plan cul? C'était genre trop mignon. Ou même d'autres personnes qui passaient, il y a une dame où je lui ai dit, merci d'envoyer cette affiche à ton plan cul, et elle a crié sur, je rigole pas, 100 mètres, mais j'en ai pas, ok? J'en ai pas! Et puis, j'étais là genre, il y a eu tellement de réactions. C'était trop marrant. Ou d'autres qui ont vraiment pris la photo, qui ont envoyé leur plan cul. Enfin, j'ai trouvé ça genre énorme. Et pourquoi parler d'un plan cul? Est-ce que c'est parce que... Ouais, c'est que j'ai l'impression qu'ici encore... peut-être c'est pas comme ça partout, mais j'ai l'impression, dans mon expérience à moi, que c'est encore super tabou de dire que j'ai un plan cul. Tu sais, qu'après ma soirée, je m'en vais. Parce que t'en as eu beaucoup dans ta jeune vie. Moi, avant d'être en couple, j'avais quand même une vie sexuelle assez active, je dois le dire. Et c'était tabou. Mes amis, des fois, allaient me juger, comprenaient pas trop pourquoi je pouvais avoir plusieurs relations dans la même semaine. Pourquoi les femmes, on a la tendance aussi à s'auto-slut-shamer? Je vois ta face. Parce qu'en fait, moi, je trouve qu'on est cruel entre nous. Et souvent, on a tendance à comparer et à vouloir faire un espèce de conflit en mode homme-femme, alors qu'en vrai, moi, j'ai reçu énormément aussi de violences de femmes, et qu'en fait, moi, j'ai trouvé qu'il y a des propos de femme à femme qui sont aussi très compliqués, où en fait, c'est pas forcément, on ressent pas forcément du soutien à chaque fois. Ouais. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que la notion et la dynamique de projection, elle est très claire là-dedans. C'est-à-dire qu'une femme qui va dire à une autre femme, oh là là, mais t'as plein de plans cul. Ça veut dire qu'en fait, finalement, ça veut plus dire d'elle que de la personne qu'elle est en train d'essayer de critiquer. Ce que ça veut dire, c'est, j'aimerais bien moi aussi peut-être. Ça veut dire, j'aimerais peut-être avoir le niveau de liberté que t'as qui fait que tu t'autorises. Ça veut dire, mais du coup, j'aimerais peut-être avoir le rapport à la liberté que t'as, ce qui fait que moi, si j'étais en train de faire ça, je n'assumerais pas, et du coup, j'ai envie que toi aussi, tu sois de mon côté. C'est essentiellement de la projection quand on reçoit ce genre de commentaires d'amis ou d'autres personnes. Ce que ça veut dire, c'est je ne suis pas à l'aise avec ce que tu fais, ça me dérange, mais il y a toujours une once, un petit peu de jalousie, d'envie. Mais le sujet des plans cul, c'est marrant parce qu'en France, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus détabouisé. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... on a presque l'effet inverse où, en fait, on va plus juger les personnes qui n'ont pas de plan cul. Genre, t'as pas de plan cul, mais pourquoi t'as pas de plan cul? On en est presque à là, plus maintenant. Yes! Ou alors même... mais t'es dans un couple exclusif? Ah ouais, d'accord, ok. Genre, pourquoi? Boring. Non, c'est pas vrai. Genre, en quel honneur, en fait? Donc, on est peut-être, du moins dans mes sphères à moi, on est un petit peu plus là-dedans. Et le plan cul, il y a quelque chose d'assez cool. On essaie même plus d'être dans une forme de prévention en disant, justement, parce que tu couches avec plusieurs personnes, faut faire des tests régulièrement, faut se protéger, il faut faire attention parce que justement, il y a un rapport de responsabilité envers les autres personnes. En France, c'est beaucoup moins tabou que ça. C'est plus un truc drôle et c'est plus un truc de... et du coup, on arrive dans une autre injonction, où du coup, c'est l'espèce de kit ou de manuel de la femme décomplexée moderne. C'est la femme décomplexée moderne, il faut qu'elle ait des plans cul, il faut que nanana, il faut que ce truc, il faut que ça. On est dans une autre injonction, où du coup, on a l'impression que on ne peut pas être à l'aise dans ses baskets, on ne peut pas être une femme qui a confiance en elle si on n'a pas des plans cul, si on n'est pas libéré sexuellement. C'est un peu le backlash sexuel qui, du moins sur nous, notre territoire, est en train d'arriver, et qu'il faut aussi déconstruire, mais le jugement d'une femme à l'autre, moi, je trouve que c'est très, très dur. Parce qu'on ne juge pas les hommes, souvent. Ouais, on ne juge pas les hommes. C'est ça le petit problème. On ne juge pas les hommes et qu'entre eux, ils se jugent moins. Ouais, en fait, non, ils s'acclament. Ouais, c'est ça. Trop bien. Ouais. Et nous, on va être là en mode, ah ouais, encore, mais t'as pas peur que nanana. Mais du coup, tu lui dis quoi? Et il sait que tu couches avec d'autres personnes. Et nanana. Encore une fois, dans les rapports hétérosexuels. C'est... Oui. Tu vois, donc, c'est de se réapproprier le contrôle de notre personne, notre sexualité, et puis c'est nos mettre choix. Aussi des limites dans les interactions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis pas sûre qu'il faille tout raconter à ses amis. Moi, je fais partie de ces personnes. Hein? Bah non, en fait. Il y a des trucs où tu peux aussi juste les vivre ou ne pas tout raconter à tous ses amis ou à toutes ses amies. Il y a un truc un peu autour de la sororité où c'est vraiment genre, on se dit tout, on partage tout, on fait des vocaux, je te raconte, je te fais un débrief. Nanana. En fait, moi, je trouve que c'est aussi très sain de garder des choses uniquement pour soi. Je trouve ça aussi très sain que chaque ami n'ait pas forcément le même niveau d'information que sur un même acte. Peut-être que, en fait, à une certaine amie, je vais lui raconter cette facette-là de la situation, qu'à une autre amie, je vais plutôt lui raconter cette facette-là de la situation. Ce qui fait que, du coup, ça assainit un petit peu les relations. Et en fait, ça fait que c'est ciblé. Je sais qu'en fait, je ne vais pas pouvoir dire à telle personne ça ou ça. Mais pour autant, ça ne veut pas forcément dire que c'est plus mon ami. Ça veut juste dire que je vais lui parler d'autres choses. Ouais. Est-ce que tu as un grand cercle d'amis? J'ai un grand cercle d'amis, j'ai un petit cercle de sœurs.
Sœurs, c'est vraiment les plus proches. Ouais, celle pour qui je donnerais un rein. Genre, tu m'appelles à 3h du matin en me disant que t'as tué quelqu'un, je viens. Genre, Je pense qu'on en a déjà parlé, si tu me donnerais un rein, si je te donnerais un rein. Est-ce que tu me donnerais ton rein? Ben, je pense que oui, dans une situation dramatique, je le ferais. Moi aussi. Bah, moi, c'est ça. Oui, on irait se faire un opéra en même temps, puis... Oui, j'ai vu Selena Gomez, sa meilleure amie, le fait pour elle. Et elles sont plus amies. C'est vrai, j'ai vu, elles se sont unfollowées, tout ça, c'était vraiment la guerre. Non, j'ai vu, ce sont des abonnés l'une de l'autre. J'ai vu, elle a déliké tous les posts qu'elle avait likés. Oui, puis l'autre avait liké des tweets méchants envers l'autre. Ouais, non. Wow, mais oui, j'ai un grand cercle d'amis. Je suis quelqu'un de très social. L'amitié, c'est important pour toi? L'amitié, c'est central, c'est un vrai pilier. À date, l'amitié est plus importante que l'amour, pour moi. Quand je dis amour, c'est amour relationnel, sentimental, dans un cadre de couple ou de lien romantique. Le lien amical, le lien soror, prend énormément de place, moi, dans mon équilibre émotionnel et dans mon équilibre social. Et c'est quelque chose qu'on met pas assez en avant. C'est pas valoriser les relations amicales, et notamment les relations amicales entre femmes. Elles sont toujours dépeintes de façon un peu, elles se crêpent le chignon, c'est la guerre, il y a de la jalousie, il y a pas d'entraide, alors qu'en fait, moi, c'est tout l'inverse dans mes relations. Et je crois, et notamment quand on est une femme, et en France, il y a beaucoup ce discours-là où on entend des personnes dire « Ah bah c'est super, à partir du moment où tu as un enfant, tu construis ta famille. C'est super, elle est en train de construire sa famille. Tu vas voir ce que ça fait que de construire sa famille. » C'est un truc, et en fait, on acte ce truc-là à partir du moment où tu deviens mère. Et moi, ça m'énerve parce que je dis « Bah en fait, moi, je suis déjà en train de le faire. Il y a des personnes que je choisis dans ma vie et je suis déjà en train de construire ma famille. » Et par famille, j'entends équilibre, j'entends les personnes avec qui j'ai vraiment envie de passer beaucoup de temps et j'ai vraiment envie de passer un long chemin de vie. Et moi, j'accorde énormément d'importance à l'amitié. Beaucoup. C'est des personnes qui m'apportent énormément. C'est des personnes qui me laissent énormément d'espace pour être en colère. C'est des personnes que je peux appeler sans avoir forcément besoin de trouver une solution. C'est pas l'enjeu. C'est des personnes avec qui je peux être taiseuse. Moi qui fais un métier où en fait je fais un métier d'image, je fais un métier de représentation, je fais un métier où ce qu'on vient chercher c'est mon propos, la précision de mon propos. C'est des personnes avec qui je peux être bancale. C'est des personnes avec qui je peux me tromper. C'est des personnes avec qui je peux ne rien dire. Et ça, je pourrais en pleurer là. Mais c'est hyper important et on ne valorise pas assez l'amitié. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. On valorise beaucoup plus les relations romantiques ouais, alors qu'amicales. Vraiment, je pourrais finir ma vie sans être en couple, sans être amoureuse. Je pourrais pas finir ma vie sans mes amis. Je pourrais pas, c'est pas possible. Tu vois, il y a toujours des silences après que tu as fini de parler parce que on est chouk. On est chouk. Ça veut dire quoi, chouk? On est chouk. On est slay. On est slay. On est slay. On est bouche bée. On est bouche bée. On est bouche bée. Comment vous dites? Vous êtes chouquette? Ben moi, je dis ça, mais en plus, on est chouk. On est chouk. J'adore chouquette. C'est comme exemple, au Renaissance World Tour, j'étais chouk. Ah oui, bah alors là, tout le monde. Le cheval. Ah oui, c'était incroyable. Est-ce que tu aimes le sexe? Oui. Je me suis dit, il va continuer, il va chanter. Il dit, non, oui. J'aime. Dans ton livre, on peut retrouver un lexique avec plusieurs mots, plusieurs expressions, plusieurs choses qu'on parle déjà, qu'on connaît déjà, mais aussi des nouvelles expressions. Et on en avait écrit quelques-unes ici qu'on avait envie d'explorer davantage. Je vais en premier parce que... D'accord. Ouais. Tu vas dire ça. On voit c'est qui le boss ici. C'est ça. Bon. Avec son doigt. Moi, je veux que tu... Là, voilà. Non, mais en fait, c'est qu'on a écrit le Big Clit Energy. Toi, tu as créé cette expression-là parce qu'on entend souvent le Big Dick Energy. Puis moi, souvent, en tant que femme, j'ai l'impression que je m'informe pas assez. Puis un peu comme Carl, des fois, j'ai peur de dire des choses qui sont mal interprétées ou d'être pas assez informée sur le sujet. Donc, premièrement, merci d'avoir créé ça. C'est vraiment quelque chose qui est bien pour tout le monde, de tous les niveaux aussi d'apprentissage. Mais je veux savoir, c'est ça, Big Clit Energy, pourquoi c'est important pour toi de créer cette expression-là? Parce que moi, je fais partie des personnes, pendant une grande partie de ma vie, on m'a dit que j'étais un bonhomme. Et on me l'a dit comme un compliment. Qu'est-ce que tu veux dire? On me le dit aussi à l'école de théâtre. Un bonhomme? C'est quoi ça veut dire? Moi, on me disait aussi que j'étais une bébite. Un bébé. C'est un peu la même affaire. C'est comme... c'est quoi un bonhomme? Un bonhomme, c'est un homme. En fait, bon, c'était pas ma affaire. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'on parle pas de la même chose. Je sais pas faire des entrevues. Camille, c'est un bonhomme. Ça veut dire, elle est forte, elle sait ce qu'elle veut. En fait, tous les attributs hyper stéréotypés de la masculinité, qui sont en fait des attributs de la masculinité toxique, en fait, pardon, rappelons-le. Hein. Ouais. Moi, on m'a dit pendant longtemps, Camille, c'est super et j'adore travailler avec elle, et j'adore interagir avec elle et monter des projets avec elle parce que c'est un bonhomme, elle se plaint pas, elle est là. Solide. Elle est solide. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on me l'a toujours dit comme étant un compliment. Et j'ai toujours dit, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de m'emmener sur le terrain masculin et sur le terrain testostéroné pour d'un seul coup
qualifier des qualités que j'ai juste en tant qu'humaine et qui sont aussi propres aux femmes. Ben, certain. Et donc, quand arrive Big Clit Energy, qui est en fait l'autre pendant de Big Dick Energy, mais pareil, Big Dick Energy, c'est quelque chose, en général, d'assez négatif. Big Clit Energy, ce que j'aime, c'est que déjà, il y a le côté big. Donc, on est en dehors de l'espèce de dictature de la petite chose et de la petitesse. On arrive sur un truc de... La douceur, ouais. On est sur un truc de... C'est fort, ça prend de la place, c'est big. Clit, parce que c'est ce que j'ai entre les jambes. Et énergie, il y a un truc un peu de... L'énergie, ça rayonne. On arrive à embarquer des personnes. Ce qui est bien avec l'énergie, c'est que d'autres personnes peuvent le ressentir. Et donc, une Big Clit Energy, c'est vraiment le fait de se dire... un peu comme tout à l'heure quand vous me disiez, mais du coup, ça veut dire, c'est quoi une personne qui s'emballe clito? C'est très similaire. C'est-à-dire que il y a quelque chose ça prend de la place, c'est volontaire. Je sais exactement ce qui est en train de se passer. Je sais exactement tous les tenants et les aboutissants. Je sais ce qui est en train de se jouer. Je ne subis absolument pas la situation. Je suis maîtresse de ce qui est en train de se passer. Et oui, je parle fort. Oui, je mets des talons. Oui, je suis grande. Oui, essentiellement, vous allez presque voir que moi. Et c'est super parce que du coup, vous allez pouvoir m'écouter. Il y a un truc un peu d'assumer et qui sont à chaque fois des caractéristiques, du moins moi dans mon expérience, qui sont toujours attribuées à des hommes en disant « Ah mais lui c'est super, t'as vu comment il arrive dans la pièce, il s'installe, il serre la main de tout le monde, on voit que lui, il est charismatique, il a de l'audace. » Et en fait, nous et elle, oulala, attention, elle fait peur, hein, parce que t'as vu... Non, il y a un truc entre deux qui s'appelle la Big Clit Energy, qui est plutôt pas mal. Et... sur une autre nuance beaucoup plus anatomique. Ce que j'aime aussi avec cette expression, c'est qu'elle permet de visibiliser toutes les personnes qui vraiment ont un gland du clitoris qui est gros et qui est grand. Et c'est un sujet dont on parle jamais. Et c'est pour la plupart de ces personnes-là un très complexant. Il y a plein de moments où c'est douloureux avec les sous-vêtements, avec les habits. En plus, en ce moment, c'est la mode des jeans taille haute, donc c'est vraiment le calvaire pour ces personnes-là. Mais donc, Big Clit Energy, ça permet aussi de dire, même si tu as un gland du clitoris qui est gros, qui est grand, qui occupe l'espace, c'est aussi cool, quoi. C'est OK. Et pourquoi tu dis que Big Dick Energy, c'est négatif? Parce que quand on dit de quelqu'un, genre, oh là là, cette personne a une Big Dick Energy, on parle jamais de sa douceur, on parle jamais de sa gentillesse, on parle jamais de sa capacité à respecter les gens. On dit, oh là là, mais Big Dick Energy, c'est vraiment genre le mal, genre l'homme. C'est genre. Et puis c'est aussi fondé, du coup, la capacité d'une personne à occuper l'espace sur la taille de son pénis. Enfin, il y a un truc un peu genre, pourquoi est-ce que toute la valeur du coup de cette personne-là est dans son entrejambe et en plus de ça dans sa capacité à être en érection et à bander et avoir un gros pénis. Il y a un truc un peu de qui moi je trouve assez malsain. Mais Big Dick Energy, on dit rarement ça de quelqu'un pour dire que c'est une belle personne. C'est ça mon point. Quand on dit là mais lui c'est vraiment genre Big Dick Energy, c'est vraiment genre il a voulu écraser. Prendre la place. Ouais. Il prend de la place pas pour faire un chemin pour les autres. Ouais. Il prend de la place pour lui. Et là, on va faire comme une avant-première du livre. Alors, si vous n'avez pas lu le livre encore, on va dire ce qui se retrouve ici pour que tu nous l'expliques. OK. Est-ce que tu as envie? J'ai envie. C'est comme un petit jeu. Merci de me demander mon consentement. Et toujours. Oui. Je vais commencer par... Mon préféré. Se faire bouffer le cul. Ah, non, c'était pas ça que je pensais t'allais dire. Ce qui est quand même énorme. Pourquoi je t'ai dit celle-là en premier? Parce que c'est quand même j'ai plus hâte d'avoir une définition. C'est ton préféré. Ben, parce que c'est un de mes préférés. On se comprend ici, mais... En fait, la vérité, oui, c'est qu'en fait, j'ai échangé avec, franchement, des centaines de personnes sur ce livre. Il est d'abord sorti en France, maintenant il sort ici au Québec. J'en ai fait des interviews. J'en ai eu des formats où les personnes veulent qu'on décrypte les mots. Mais personne... T'as demandé de se faire bouffer le cul. Mais personne. Ben, moi, je te le demande. C'est genre... Et du coup, j'étais là en mode, oh, wow! Il fallait que tu croises tout le We monde. getting there. Se faire bouffer le cul. Oui, c'est quoi se faire bouffer le cul? Explique-nous-le. Ah bah franchement, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Genre, c'est tellement imagé. Genre là, s'il y a des personnes qui n'ont pas compris ce que c'est que se faire bouffer le cul. Alors, se faire bouffer le cul est une pratique sexuelle qui, communément et d'un point de vue beaucoup plus scientifique, est appelée l'anulingus. Anu pour anus, lingus pour la langue. C'est une pratique de sexe oral qui consiste à, avec la pression de sa langue, manger, et de façon très généreuse, les fesses et l'anus de son ou de sa partenaire. On peut aussi y glisser des petits doigts. J'ai jamais vu quelque chose aussi clair. Ah bah là, c'est clair. Et c'est poétique. Tu vois, grâce, élégance et volupté. Et ça m'amène à quelque chose qui est un peu... je pense que... Ça m'amène à quelque chose... J'ai peur de chaque phrase qui va sortir à partir de ce moment-là. Ça m'amène à quelque chose qui est peut-être un peu plus méconnu. Moi, je savais c'était quoi. J'ai peur. Le pigasme. Le pigasme? Le pigasme, parce que j'ai lu, je l'ai vu dans le livre et tout, puis là, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai! » Je savais c'était quoi, mais on n'en parle pas. Alors, le pigasme,
est un mot donc anglais. C'est la contraction de 2 mots. Donc le premier, c'est to pee, donc faire pipi. Avoir envie de faire pipi, pisser. Et gasm, qui est la fin du mot orgasme, qui est donc un orgasme. Le pigasm est une sensation qui peut aller d'une sensation agréable jusqu'à un véritable orgasme qu'on peut ressentir quand on a très très envie de faire pipi et qu'en fait la vessie est pleine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que anatomiquement, cette zone-là est liée et donc en fait on a la vessie, on a l'intérieur du clitoris qui est vraiment très très proche de cette zone-là. Et donc, le fait que la vessie soit gonflée, ça va faire pression sur l'intérieur du clitoris et en fait, on peut ressentir une forme de plaisir. Attention, il ne faut pas en jouer. C'est-à-dire qu'en fait, pour la plupart, on s'est rendu compte une fois parce qu'on avait très envie de pisser et qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas si désagréable que ça. Par contre, il faut faire attention parce que le fait de se retenir de faire pipi pendant très longtemps, c'est pas forcément quelque chose que je recommande et c'est pas forcément quelque chose qu'il faut. Enfin, l'idée, c'est vraiment que la vessie, elle se vide. Mais le pigasme est une véritable sensation et il y a plein de personnes et notamment des personnes qui possèdent un utérus qui ressentent ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un sujet anatomique. Merci. Moi, mon préféré, vas-y, c'est pas me faire bouffer le cul, c'est les froutes. Oui. Est-ce qu'on dit les fruits ou les frous? Les froutes. Les fruits. Les froutes, c'est foufoune et prout-prout. Alors, foufoune, attention parce que ici... Oui, c'est ça, là. C'est pas ça. Nous, les foufounes... C'est les fesses. C'est les fesses. Voilà. Vous, les foufounes... C'est la vulve, c'est le sexe féminin. Foufoune, donc froute, foufoune et prout. Prout, c'est un paix. Ouais. Les foufounes, c'est ce qu'on appelle, de façon beaucoup plus scientifique, les pets vaginaux. Le pet vaginal est en fait ce qui se passe lorsque, avec les mouvements de pénétration à l'intérieur du vagin, il y a de l'air qui rentre en même temps. Et donc, en fait, au moment où on ressort, on a ce qu'on appelle un effet assez classique d'appel d'air. Et donc, ça peut faire des bruits qui ressemblent à des pets, mais qui véritablement ne sont pas des pets qui sortent des fesses. Et donc, on se retrouve souvent dans une espèce de situation mi-gênante, mi-drôle, où on est là en mode « Non, mais j'ai pas pété, je te jure, enfin, en fait, non, mais c'est le vagin, c'est pas les fesses, j'ai pas à péter. » Et donc, en fait, c'est des fautes. Est-ce que tu sais comment nous, on dit ça ici? Comment? Des pets de noun. Des pets de noun. Des pets de noun. noun. Parce que les foufounes, je vais m'assurer que tu avais bien compris. Des pets de noun. J'adore comment il a insisté en mode. Je voulais m'assurer que tu aies bien compris. Dictée. Des pets de noun. Ouais, c'est comme ça qu'on dit ça, nous. Ah ouais? Des pets de noun. C'est marrant parce que pets, en France, c'est les joints. Ah ouais. Les pétards. Des pétards. Ah, j'adore. Donc les pets de noun, ça serait genre des pétards pas de foufoune du coup. Des pétards de De noun. De noun. Je comprends. C'est incroyable. J'ai ici aussi la bifle. Bien sûr. La bifle est une pratique sexuelle qui consiste avec son pénis en érection à foutre des légères, voire accentuées, baffes et donc des petites claques sur la joue de son ou de sa partenaire. C'est une pratique qui, je pense, instinctivement ne viendrait pas à l'esprit des gens. C'est une pratique qui est véritablement induite par toute l'industrie de la pornographie mainstream, rappelons-le quand même. Tout l'enjeu de la bifle n'est pas forcément est-ce qu'elle est problématique. Ce qui est problématique, c'est quand elle est exercée sans consentement. Donc, vous avez le droit de bifler vos partenaires. Il faut juste lui demander avant. Donc, nous, on appelle ça ici... Ben, je sais pas. Un cock slap. Un cock slap. Un coup de bite, un cock slap. Un cock slap. Oui. Ah oui, donc oui, l'anglais. Cock slappé. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, nous, on appelle ça bifle. Donc, c'est... mais c'est quand même la contraction entre deux mots, non? Bifle, c'est entre baffe et gifle. Gifle. Gifle et... Ah, gifle, c'est ça. C'est la contraction entre bite et gifle. Voilà. J'adore. J'irai avec se vider les couilles. Ah bah alors parce que je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, mais moi, ce qui m'a interpellé, puisque j'ai été surpris, c'est que tu dis que cette expression peut être vue comme sexiste. Pourquoi? Parce que se vider les couilles induit le fait qu'on se vide les couilles quelque part. Et quand on dit « Oh là là, j'ai trop besoin de me vider les couilles », c'est rare qu'on fasse allusion à de la masturbation. On fait vraiment allusion à « je dois me vider les couilles dans un trou ». Et donc, encore une fois, on ramène le rapport sexuel déjà à une forme de finalité qui doit absolument être celle de l'éjaculation, sinon ça ne marche pas. La notion de plaisir n'existe absolument pas dans cette définition et il y a un rapport très mécanique, ce qui veut dire que du coup on ne calcule pas l'autre personne. Moi, ce que je trouve assez problématique avec le fait de se vider les couilles, c'est que y a presque on induit presque que c'est l'unique fonction des couilles et que du coup le rapport sexuel a pour unique but d'arriver au stade où je vais enfin pouvoir me vider les couilles et c'est à ça que tu me sers. Et donc on arrive avec le sujet de je me vide les couilles bien profond en toi, ça se fait dans un trou. Et le fait de parler de trou pour parler de vagin, ça aussi c'est hyper problématique. On rentre dans le jargon et dans le champ lexical de
ça n'a pas de fin. Un trou, c'est en général un espace sombre. On parle de grotte. On parle d'un espace sombre, un peu humide, où en général, on n'a pas trop envie d'aller. Il y a un espèce de truc il y a un trou, c'est sans fin. Et donc, du coup, je peux me vider les couilles à volonté, on s'en fout. Non, j'aime plutôt le fait de se dire que avoir un rapport sexuel ou alors avoir envie ou avoir besoin d'éjaculer, je trouve que c'est déjà un peu plus clair et c'est moins... ça induit moins de choses. On ramène la pratique à un terme technique et moins à un terme de tu es le réceptacle, je suis l'outil et tu vas me servir à ça. Moi, il y a une expression que tu as écrite aussi qui m'a vraiment interpellée, c'était d'avoir une bouche de suceuse, parce que moi, je me l'ai fait dire très souvent. Bien sûr. Ouais, très souvent. Mais moi aussi, on m'a le dit, mais... mais c'est vrai, on me le dit aussi. Quand j'étais adolescente... Il faut faire un club. Le club des bouches des suceuses. C'est ça. Est-ce que je pourrais en faire partie aussi? Est-ce que je serais admis ou... Bien sûr. Je pourrais? Mais oui. Tu trouves que ma bouche, c'est pas une bouche de suceuse? Je te niaise. Mais moi, ça, cet extrait-là, il est magique. Tu trouves que ma bouche, c'est pas une bouche de suceuse? À retrouver demain dans l'épisode. Ça va être La vie sociale, édition sexy. Non, mais oui, mais parle-en de ça parce que je trouve ça intéressant. Je me rappelle quand j'étais adolescente, je travaillais beaucoup avec des garçons. Je travaillais dans un magasin de sport. Puis les gars s'amusaient à dire ça de moi parce que j'avais les lèvres très pulpeuses. J'ai les lèvres très pulpeuses. Ouais. Puis j'avais quand même une big clit energy. Tu sais, comme j'arrivais à un endroit, je dégageais quand même une certaine sexualité. Puis on me disait ça comme si c'était un compliment. Puis ça me rendait comme un peu inconfortable parce que oui, moi, je le voyais un peu comme un compliment de « Ah, t'es sexy, tu m'attires, tu m'excites. » tu sais. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui te dit ça? Parce que ça peut être un petit peu... C'est pas tout le monde qui va bien le prendre nécessairement. Et je comprends. Puis ça peut être vraiment... Pas dire ça. Non, c'est ça, mais ça... Déjà, on devrait pas dire à quelqu'un « Oh là là, c'est super, t'as une bouche de suceuse. » Moi, les fois où c'était plutôt au collège et au lycée, et les moments où je l'ai entendu, c'était... une tentative de compliment, mais qui finalement consistait à dénigrer la personne. C'est-à-dire que on parlait de filles en disant oh là là, elle, j'aimerais trop me la taper, elle a trop une bouche de suceuse, mais en même temps, on disait ah non, mais elle, je sortirais pas avec elle, franchement, elle a une bouche de suceuse. Donc il y a un truc de... Cette expression-là permet de positionner un espèce de curseur de où est la femme respectable, qui, moi, me pose vraiment beaucoup de mal. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que moi-même ou que toi-même, tu décides de te sexualiser, c'est OK. Mm-hmm. Qu'une autre personne décide de te sexualiser ou décide de sexualiser des attributs de ta personne, là, c'est là que ça me pose problème. Que toi, tu décides d'être une personne sexuelle, c'est une chose, mais c'est pas à l'autre de décider qu'est-ce qui, chez toi, lui, fait penser à du sexe. Parce qu'en fait, on dit pas « Oh là là, t'as vraiment une bouche que j'aurais adoré embrasser », c'est « T'as une bouche de suceuse ». Donc, tu es, encore une fois, pas une personne, tu es une bouche dans laquelle je vais introduire ma bouche. Mm-hmm. Je vais introduire mon pénis. Ouais. Et donc, je trouve que, encore une fois, on en revient à une forme, et ça c'est classique, d'objectivisation de la femme et d'objectivisation du corps des femmes, où du coup, le sujet c'est pas la personne, c'est pas ce qu'on va vivre avec cette personne, c'est à quoi tu me sers. Mm-hmm. Et là, concrètement, tu me sers à introduire ma bite dedans. Et donc non, je trouve que c'est problématique. Et encore une fois, ça a servi, du moins au collège et au lycée, à soi-disant complémenter une nana, mais du coup, pas du tout la complémenter, lui faire comprendre qu'on aurait aimé avoir ce genre de pratique avec elle, et en même temps, de dire « Ah non, mais elle, je me la tape, mais jamais je sortirai avec elle. Franchement, t'as vu la bouche de suceuse, j'assumerai pas du tout. » C'est vraiment genre le curseur de la femme respectable. On disait aussi d'avoir un étui à pénis. Une bouche en étui à pénis. Mais qu'est-ce que je pourrais répondre? On les tape, on est violents. On les frappe? Okay, ouais, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, on les... J'ai l'impression que c'est ça le problème, en tout cas, si je parle de mon expérience, c'est que souvent les commentaires que j'ai eus de ce type-là, je sais pas comment répondre. Je comprends. Faudrait faire un manuel de la répartie sexiste, je pense. Mais en fait, pareil, moi, ça, j'en parle beaucoup. Il y a une espèce d'injonction, au mythe de la répartie instinctive. Il y a un espèce de truc où on te fait comprendre que... moi, j'ai la chance de faire partie de ces personnes-là où j'arrive à te répondre du tac au tac. Et encore, il y a des situations où j'ai pas su quoi répondre. Et en fait, c'est plus tard, sous ta douche. Ouais, t'es comme là, j'aurais pu faire un masque. T'es là en mode putain, j'aurais pu dire ça, ça aurait été génial. Et ce que je veux dire par là, c'est que la répartie, ça s'apprend. À partir du moment où tu comprends et tu as pris conscience de quelles sont les situations dans lesquelles on va vouloir être discriminant et discriminante avec toi, quelles sont potentiellement les remarques qu'on va te faire, tu peux rentrer dans une phase véritablement d'apprentissage. Comme au début où on prend une feuille, on prend un stylo. Et on dit, quand il m'arrive ça, je réponds ça. Quand il m'arrive ça, je réponds ça. Mais vraiment se dire que ça se prépare, on l'apprend par cœur, c'est des phrases qu'on a un peu dans un espèce de répertoire. Et en fait, du coup, on peut les shotgunner au bon moment. Et pas se dire que je saurais quoi répondre à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est violent. Et du coup, c'est normal de pas savoir quoi répondre à ce moment-là. Là, comme ça, j'ai pas forcément d'exemple, parce que moi, j'ai tendance à renvoyer la violence qu'on va essayer de me donner. Donc, une personne qui me dit ça, moi, je vais tout de suite avoir envie soit de l'attaquer aussi sur ses attributs, soit justement
de faire quelque chose en général de beaucoup plus fin où tu montes en généralité et en fait tu n'attaques même pas la personne ni dans ses attributs ni dans autre chose mais tu lui proposes une réponse où en fait elle est là en mode je sais pas quoi répondre. Après la violence est une forme aussi de réponse. C'est-à-dire que franchement foutre un coup de pied dans les couilles à un mec qui dit ça, j'arrive pas à avoir le problème avec ça. Je n'arrive pas à avoir le problème avec cette solution. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut m'en vouloir. Il y a un peu de truc. En fait, j'ai pas été violente avec toi, j'ai réagi à ce que t'as créé. Du coup ta gueule. Amen. Ta gueule. Ça serait ça que je répondrais. Mais ta gueule. On peut dire ta gueule. Mais ils vont recommencer. Moi, globalement, les coups de pied dans les couilles, déjà, il est par terre pendant bien 40 minutes. Ah, t'as le temps de partir. T'as le temps de partir. Et en fait, c'est une douleur tellement viscérale, ça le prend dans les... qu'en fait, il recommencera pas. On aime. Alors, gare à vous, les hommes. Il y a 2 autres questions ici. Je vois le temps qui file. Oui, je veux juste dire une dernière chose aussi. Par rapport à quand on voit une femme qui est frustrée, tu sais, des fois, on va arriver à, je sais pas, une caisse, puis là, la femme est frustrée, ou est bête, ou quoi que ce soit, le monde va dire, elle est mal baisée, tu sais. Oh, wow. Ça, c'est une expression que même moi, j'ai déjà... elle est dans ses règles. Ou elle est dans ses règles. Tu sais, tu me le dis des fois. Même moi, je le dis. Il me le dit quand, mettons, je suis un peu plus sec, un peu plus, tu sais, à fleur de peau. T'es-tu SPM? Ah, c'est parce que t'es dans tes règles, tu sais. Oui, bien sûr. Mais c'est normal. vrai. C'est normal. Hormonalement, il se passe des choses. Hein. Mais pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça? Puis pourquoi on dit, ah, cette meuf est mal baisée, tu sais? Une mal baisée. Mais en fait, la question plus générale, c'est pourquoi j'ai l'impression tout le temps que les femmes n'ont pas le droit d'être en colère. Parce que si les femmes sont en colère, ça va les juger. Et moi, les femmes que j'aime le plus, c'est les femmes qui sont souvent en colère. Déjà, merci beaucoup pour ça. Les femmes, pour moi, c'est les femmes fortes. J'aime les femmes qui sont en colère et qui s'assument dans ça. Et les femmes qui sont pas toujours avec le sourire et qui sont en train de... Non, j'aime ça, les femmes qui sont fâchées. Mais surtout que ça n'existe pas, une femme qui n'est jamais en colère. C'est pas réaliste. C'est plutôt à quel point on dépense de l'énergie pour contenir cette colère et ne jamais... ou se dire qu'il y a des moments où on a le droit de l'exprimer et des moments où on n'a pas le droit de l'exprimer. Quand on dit d'une femme que c'était une mal baisée, moi, j'ai tendance toujours à dire venez, on décompose un petit peu, pas le terme, mais la composition de cette expression. Mal baisée, ça veut quand même dire qu'il y a quelqu'un qui nous baise mal. Donc, moi, j'ai toujours tendance à essayer de mettre le focus sur... du coup, je te donne son numéro et tu lui expliques pour que je sois bien baisée. Tu vois non, mais vu qu'apparemment, tu as l'air de mieux savoir. Ou alors, tu veux me montrer comment ça se... Enfin, je sais pas. T'as bac plus 8 en je baisse bien. Enfin, c'est quoi le propos? En fait, ça fait partie de ces expressions qui sont soi-disant dégradantes, mais qui en fait sont insultantes pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça que je trouve toujours. C'est comme quand on dit à une femme, non mais t'es beaucoup trop intelligente, ou t'es trop intelligente pour faire ce métier-là. Moi, c'est des trucs qu'on m'a dit quand j'étais dans la restauration. T'es beaucoup trop intelligente pour faire ce métier-là. Ce à quoi j'ai toujours répondu, merci. En fait, ce que t'es en train de dire, c'est que t'es con. Tu fais un métier de con. Et là, c'est pareil. Quand on dit d'une femme, non mais t'es une mal baisée, je t'en prie, appelle la personne qui me baise mal. Wow, j'adore. It's a slay again. Et je voulais que tu parles de ça aussi. En fait, j'aime que tu proposes un terme positif au Walk of Shame parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Et pour l'avoir vécu. On l'a tous vécu. Et oui, alors à place du Walk of Shame, tu as dit le Walk of Flame. Donc, on trouve un terme positif à tout ça. Et à ce moment qui peut parfois être malaisant, mais au contraire, on n'a pas à être gêné de ça. Moi, le walk of shame pour les gens qui savent pas c'est quoi. Moi, j'adore que ça soit marqué sur ma gueule que j'ai eu un rapport sexuel. Enfin, en fait, pardon, mais on essaye de me rabaisser avec ça. Ça ne marche pas. Moi, j'adore le fait qu'on se dise cette personne est une personne qui a une sexualité et elle prend son pied. C'est une femme qui jouit. Genre, il y a rien de mal à ça. Je trouve que c'est super. Ouais, le walk of shame, c'est vraiment ce moment où, en général, c'est assez tôt le matin. Tu quittes. Et en fait, terminé. Bye bye. C'est terminé et tu repars et en fait, t'as perdu ton tanga, il te manque une chaussure. Les cheveux ébouriffés. T'es beaucoup trop habillé pour genre l'heure de pointe dans le métro où genre les gens vont au travail et toi t'es là en mode petite robe dos nu, talons, paillettes, mascara qui coule, rouge à lèvres de là à là. 4 suçons, enfin genre c'est déjà arrivé que je quitte sans bobette, j'ai juste mis parce que je ne trouvais pas mes bobettes, je voulais pas qu'ils se réveillent. Voilà, donc ça c'est le walk of shame. Oui. Par contre, et en fait, c'est en général une situation où on a honte. Et moi, je comprends pas pourquoi on a déjà parce que moi je trouve que c'est très drôle et se voir dans cet état-là, en train de marcher comme ça, en train d'attendre sur le quai. Déjà t'es en train de tu vois d'envoyer des invitations d'agenda en mode il y a meet up because I have to tell you what happened. Donc c'est rendez-vous 18h ce soir pour le débrief. Et le walk of shame, j'y crois pas, c'est le walk of flame, c'est ouais, j'ai ken et alors. Mais vraiment genre. Ouais. Et alors, you wish
happened the same to you. Ah, C'est tellement. souvent ça ce qui se passe, tu vois. Et on essaye de cacher qu'on est des... En fait, on est des animaux, on est des mammifères à la base. Oui, on a des sexualités. Oui, on a un rapport très sexuel ou pas, hein, à notre corps, à l'autre. Oui, ça fait partie de nos interactions, ça fait partie de nos envies ou pas, mais faut pas s'en cacher, faut pas avoir honte. Donc, non, ou même parfois, après des séances de masturbation, quand moi, on va me dire « Oh, waouh, t'as un glow de ouf », je suis là en mode « Ouais, j'ai eu un orgasme. C'est pour ça. Genre, ça s'explique comme ça. » Donc, n'ayons pas honte d'être des personnes sexuelles. Trouvons problématique le fait qu'une autre personne nous sexualise, que moi, je me sexualise au niveau que je veux, c'est une chose. L'autre n'a pas forcément le droit de le faire. Mais le walk of shame, pour moi, n'existe pas. Il n'y a que le walk of flame. Je vais me le faire tatouer. Walk of flame? Oh my God! Non, c'est pas vrai. Je suis en couple depuis 6 ans, donc ça Ah, m'arrive ok, plus, mais- d'accord. Non, mais ça t'est arrivé souvent. Oui. Et moi aussi. Bah ouais, Je pensais pas que j'allais me livrer comme ça n'a pas de bon sens. j'adore. Bon, les tabloïds vont en parler demain. Le temps file. Ouais, je pourrais parler 4 heures avec toi ici, moi aussi. évidemment. Mais j'avais une question un peu plus générale parce que je trouve ça important. Dans nos conversations quotidiennes, dans nos rapports avec les autres au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre dans une société plus inclusive? Moi, quand j'interagis avec des personnes, je pose toujours 2 questions. La première, c'est est-ce qu'on se vous voit, est-ce qu'on se tutoie? Et ensuite, je demande toujours les pronoms. Je t'ai demandé aucune de ces questions-là quand tu étais arrivée ici. C'est toujours un truc. En général, c'est pas grave. On l'a fait assez instinctivement. Et dans tous les cas, je pense que tu sais que je me serais permis de te reprendre si tu me mégenrais. Tu vois. Oui. Ça fait partie. Pour beaucoup de personnes, ils trouvent ça compliqué, ça rajoute des process. Bientôt, on va devoir signer des contrats. Franchement, pourquoi pas? En fait, tout ce qui peut favoriser le niveau de respect et tout ce qui peut amplifier l'espace où en fait la personne va pouvoir se sentir à l'aise et se sentir safe en présence d'autres personnes, moi j'estime qu'il faut le faire. Au quotidien, on sous-estime à quel point pour beaucoup de personnes, quand elles nous parlent ou quand on échange, on est dans des conversations, il n'y a pas autant de personnes que ça qui attendent une solution. Ils attendent une écoute. Il y a plein de moments en amitié, en amour, dans des interactions familiales ou même au travail un peu moins parce qu'il y a cette notion de délivrabilité et de productivité, mais dans ces autres sphères que je viens d'évoquer, où on se dit « Oh là là, mais putain, mais qu'est-ce que tu peux faire? Attends, mais comment je peux t'aider ?» Et en fait, on sous-estime à quel point la personne, elle avait juste besoin d'en parler. Donc, assumer d'être une écoute, ça veut dire aussi assumer et être à l'aise du coup avec les blancs, être à l'aise avec les moments où il n'y aura pas de parole, être à l'aise avec les moments où on ne saura pas quoi dire. Le silence. Le silence, c'est quelque chose aussi je pense qu'il faut resituer au centre. Et une question qu'on pose très très peu, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Pas, mais du coup, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et parfois la réponse c'est, bah là j'ai juste besoin que tu m'apportes un cookie. Ou la réponse c'est, bah là tu vois j'ai juste besoin de savoir que cette nuit ton téléphone il va pas être en mode avion parce que si jamais j'ai besoin de t'appeler. En fait, arriver avec des questions très claires et très précises, pas être dans le flou. Et se dire que parfois des amis vont nous parler d'une situation. Quoi. On n'est pas forcément la meilleure personne pour apporter des solutions. Par contre, parfois on est la meilleure personne pour écouter. Et c'est déjà super. Donc soyons des oreilles avant de vouloir être des personnes qui trouvent des solutions. Et tout à l'heure, tu disais que tu étais, peut-être que je me trompe, fondamentalement heureuse. Ouais. C'est quoi le bonheur pour toi? Parce qu'on en a parlé beaucoup ici. L'an dernier, on se fait poser beaucoup Tout de le monde questions a une là-dessus. Parce qu'on description différente. on a du toute une bonheur. définition quand Ouais. même différente. Et moi, j'ai l'impression que ma définition est en constante évolution. Plus je vieillis, Moi aussi. ça change et tout ça. En ce moment, toi, dans ta vie, le bonheur, comment tu le décrirais? Ma notion du bonheur. Moi, j'ai un rapport à mon travail qui est un rapport fusionnel et j'ai pas l'impression d'avoir un rapport toxique à mon travail. Ma notion du bonheur, c'est quand vraiment je me rends compte que j'arrive à avoir un impact positif sur la vie des gens et notamment des femmes à court terme. Moi, j'ai un rapport avec la temporalité. Je suis OK je pense que j'ai un parcours assez complet et là, en ce moment, dépendamment des projets, je peux parfois avoir un rapport sacrificiel où je sais que je vais perdre des plumes mais ça va me coûter et je vais potentiellement y laisser ma santé parfois et c'est toujours de façon ponctuelle. Mais quand je comprends qu'en fait, ça a vraiment un impact et que vraiment ça change la vie des femmes, ça me rend profondément heureuse. Créer des choses qui dépassent ma propre personne et du coup m'éloigner d'une certaine vision nombriliste de mes besoins et de mes enjeux, ça me rend profondément heureuse. Et je le dis toujours, et je vais vraiment vous le dire avec ça, je peux mourir demain, c'est OK. Mais vraiment, j'ai j'ai l'impression d'avoir déjà tellement fait
J'ai l'impression d'avoir déjà tellement dédié mon temps, mon énergie à d'autres que je suis fondamentalement altruiste. On vit dans une société et vivre dans une société, ça veut dire qu'en fait, on vit avec d'autres gens. Ouais. Sinon, on vivrait en autarcie, quoi. Mais on se rend tous et toutes bien compte qu'on ne survit pas quand on vit tout seul. Donc, ça veut vraiment dire qu'on a besoin des autres. J'ai un truc un peu de caring d'ailleurs, ma démarche consiste à ça. J'ai créé un compte Instagram et j'utilise les privilèges et j'utilise le privilège notamment de mon rapport à la sexualité qui n'est pas un espace de vulnérabilité, qui n'est pas une parole vulnérable. Quand je parle de sexualité, de ma vie sexuelle, dans les moindres détails, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un récit sur lequel je suis attaquable. Tu vois. Je l'utilise pour que d'autres personnes comprennent aussi ça et que ça puisse à un moment donné. Donc avoir un propos et avoir une démarche qui à un moment donné est life changing à court terme pour la vie de centaines de milliers de femmes, ça me rend fondamentalement heureuse. Bravo pour ça. Ben merci. C'est vraiment inspirant. Merci à vous. Merci. Vas-tu pleurer? Ben, je trouve ça émouvant. Je te demanderai en dernier, ma belle Camille. Je suis entourée de merveilleuses Camille aujourd'hui. C'est incroyable. On est les bestes. Mais j'ai toujours eu des grandes connexions avec les personnes qui s'appellent Camille. C'est vrai? Oui. Ah, tiens. La preuve ici à 7 ans. C'est quoi ton prochain grand rêve? Bon, là, tu dis que tu pourrais mourir demain, mais tu vas pas mourir demain. J'ai l'impression que tu as tellement fait déjà. Est-ce que tu as une bucket list? Non. Non? Non, parce qu'il y a 5 ans, j'étais en train de travailler dans des restaurants étoilés. Et si on m'avait dit, dans 5 ans, tu vas faire partie des femmes qui lancent un mouvement, je t'aurais dit, oui, d'accord, cool. Donc, j'ai pas de bucket list. Mais ça montre que tout est possible. Ça montre que tout est possible. Ça montre aussi que j'irai là où, en fait, ça me mène un petit peu. C'est quoi mon rêve? Si, mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant. C'est ça, parce que t'es chef aussi. Ouais, c'est mon rêve depuis que j'ai, je crois, 6 ans, 7 ans à peu près. J'ai toujours voulu faire de la cuisine. Mon rêve sincère, c'est d'ouvrir à un moment donné un restaurant. Pas tout de suite, parce que je travaille sur d'autres sujets. Mais quand j'aurai, je pense, 40, 50... Est-ce que tu vas nous inviter à l'ouverture? Mais bien sûr que je vais vous inviter. C'est sûr que je prends l'avion, moi. C'est sûr que je prends l'avion. Aller-retour, là. C'est ça, aller-retour. Ouais, mon rêve, c'est ça, ouvrir un restaurant. Wow! On te le souhaite? Bah, merci. Et vous? On te le souhaite. Nous. Bonne question. Ben, c'est parce qu'on dirait que plus je vieillis, là, je viens d'entrer dans la trentaine et tout ça, je réalise beaucoup de mes rêves en ce moment. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que je les réalise. Tu sais, quand on est dedans, c'est comme ça va vite. Oui. Et j'essaie d'être reconnaissant le plus possible, de vivre ces émotions-là le plus possible, mais c'est difficile. Alors, j'essaie de m'ancrer le plus possible, le plus souvent possible, parce qu'en ce moment même, on en vit un. Je réalise un rêve, tu sais. Je réalise des rêves à tous les jours de ma vie. Et c'est pas ce que je vivais au début de ma vingtaine, où j'étais déprimée complètement. Aujourd'hui, c'est comme... c'est plus tangible. Et c'était pas comment je me l'étais imaginé quand j'étais jeune. D'où le fait de ne pas avoir de bucket list. Alors, je vais la supprimer dans mon téléphone après. Tournage. Sorry! Alors, merci énormément, Camille. C'est très inspirant, puis je pense que ça va faire du bien à beaucoup de personnes, cette belle discussion-là. Et ton passage ici, à Montréal, a été d'une lumière incroyable, je trouve. Oh. J'ai suivi ça sur Instagram et j'ai trouvé ça magnifique. Et je trouve que tu brilles telle une star. Et que c'est nécessaire aussi comme travail. C'est nécessaire, pertinent, et c'est vrai que ça vient aider des centaines de milliers de femmes, mais je devrais dire des hommes aussi. Moi, je me sens très interpellée par ton discours et ça me fait réfléchir, ça vient me toucher profondément. Et si vous voulez poursuivre cette réflexion-là, dernière question, pourquoi on devrait se procurer ce livre-là? Là, on vient, mettons, là, pour les gens qui sont rendus jusqu'ici, là, pourquoi ils devraient ensuite aller à la librairie maintenant? Parce que vous avez un cul. C'est vrai. C'est vrai, on a tous un cul. Et que ça serait cool de pouvoir mettre des mots dessus, à défaut de juste se le faire bouffer. Wow. Dispo dans toute... Bye! She said it and she totally slayed. À bientôt. Au revoir. Merci, Camille. Et merci. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, sur ton compte personnel, Camille Aumont-Carmel. Carmel avec un N. Faites pas l'erreur comme moi. Et je m'emballe Clito également. Et on peut te suivre aussi sur tous tes autres comptes Instagram de chef et tout. Et nous, on se retrouve déjà la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, avec mon beau Camille. Carl. Merci Camille pour la bulle de bienveillance. Merci. Et merci à tout le monde qui nous écoute jusqu'ici. Honnêtement, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à chaque semaine. Alors, commentez, likez, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et on va poster les belles petites photos là, avec Camille en behind the scenes. Vous allez être incroyablement surpris. Chouk.
Chouquette. Chouquette. Bon, alors, je vais peut-être aller me faire bouffer le cul. Oh! Je sais pas. À la semaine prochaine, Camille.